Chers confrères, consoeurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je suis très très heureux de vous accueillir avec nous dans le cadre de ce webinaire qui s'adresse à vous, qui s'adresse à nous tous. Merci d'être assez présents. Là, nous approchons quasiment de la centaine, nous sommes à 92 exactement, et je pense que ce chiffre il va augmenter petit à petit au décours de cette séance. Je voulais juste vous toucher un mot sur ce geste qu'on fait, sur le webinaire, sur cette formation, sur cette CIPAP, objet de notre webinaire aujourd'hui, euh, pour vous dire que notre association Covid-19 Algérien Solidaire, spécifiquement faite pour cette pathologie, hein, qui est la pandémie Covid-19, a été fondée cet hiver-printemps en France par des Algériens comme vous qui veulent le bien de leur pays et de leur communauté qui se trouve et qui vit en Algérie. On a d'emblée été touché par cette pathologie qui, comme vous le savez, elle a commencé en Chine et puis elle s'est répandue petit à petit en Europe pour prendre une ampleur quasiment inégalée. Dès cette étape-là, nous avons senti que ça risquait de faire mal en Afrique et essentiellement dans nos pays d'origine, les pays du Maghreb, mais essentiellement l'Algérie. C'est pour cela que nous avons mis en place cette association et nous avions fait des actions pour aider notre communauté. Et nous avons justement investi dans la CIPAP de Boussignac car c'est un produit qui est simple d'utilisation et très efficace. Un produit tellement efficace qu'il a été souligné par des sociétés savantes comme la Société de réanimation de langue française, SRLF, en France, qui a eu plusieurs articles publiés. Et nous avons essayé d'approcher le laboratoire qui fabrique justement, qui rassemble un petit peu ces kits, mais qui rassemble essentiellement, qui fabrique la valve de Boussignac, mais qui rassemble l'ensemble de ce qui constitue ce kit-là, cette valise-là. Et on s'est retrouvé face à une difficulté, c'est que tous les produits quasiment se fabriquent un petit peu ailleurs dans le monde. Et comme le monde maintenant, de nos jours, c'est la Chine était un petit peu en panne et donc le laboratoire s'est retrouvé un peu en difficulté, ne pouvait fournir que cette valve parce que c'est une technologie qui est protégée, qui est vraiment miraculeuse. Et donc, on s'est mis un peu en quête de tous ces produits. On est allé un peu partout, en Chine, à Taïwan, en Europe également, et on s'est donné un mal fou à reconstituer cette valise. Alhamdoulilah, on est arrivé quand même, mais on a mis énormément de temps. Entre-temps, bon, la pathologie, elle a pris de l'ampleur et elle a touché beaucoup de nos compatriotes et on connaît la situation dans laquelle se trouve le monde actuellement et surtout l'Afrique, mais surtout, je dirais, l'Algérie. Et pour cela, nous avions établi un contrat de partenariat avec notre interlocuteur local, qui est Jamaïat al-Ulama al-Muslimin, que vous connaissez, qu'on a chargé justement d'assembler ces éléments qu'on a achetés un peu de partout et surtout chargé de distribuer cette valise et de vous la faire parvenir dans les différents hôpitaux, essentiellement dans les services de réanimation qui, pour certaines villes, se trouvent complètement submergés. Et nous avons appris, dans le cadre du suivi de cette action que nous avons menée, que son utilisation est un petit peu différente d'un service à l'autre, d'un hôpital à l'autre, d'une ville à l'autre. Et un certain nombre de questionnements nous sont revenus, nous sont remontés un peu aux oreilles, raison pour laquelle nous avons mis en place, nous avons organisé aujourd'hui ce webinaire pour avoir justement un échange avec vous. Et il nous a semblé très utile justement qu'on vous en parle parce que c'est un produit vraiment magique pour ceux en tous les cas qui ont eu la chance de l'utiliser. Et nous avons fait appel à nos meilleurs experts que je salue, qui sont présents aujourd'hui avec nous, qui vous seront présentés un à un. Et justement, nous devrions profiter un petit peu de ces présentations pour échanger sur les difficultés, sur l'efficacité de ce produit qui est fort utile. Je vous remercie encore une fois de vous être joints à nous aussi nombreux et je vous souhaite, Inch'Allah, une très bonne séance et un très bel échange.
Merci Jamel pour cette excellente introduction, cette excellente entrée en matière qui permet de présenter et de poser le cadre de ce webinaire. Voilà, comme à ta habitude et en toute humilité, tu n'as pas présenté l'ampleur de la tâche à rater, donc je vais respecter ce choix. Et voilà, comme ça a été notre ligne de conduite depuis le départ, mais j'aimerais quand même, sans doute, ça a été quand même un travail vraiment collégial, associatif, vraiment faramineux d'arriver à cet objectif-là. Et je vous avoue qu'on de l'avoir atteint et les réactions sont là au rendez-vous. Donc, je ne vais pas plus prendre la parole que ça et je vais la céder tout de suite à qui va se présenter, qui va avoir la lourde tâche. Avant, je voudrais juste vous rappeler un peu pourquoi on a construit ce webinaire de cette manière-là et ce qu'on poursuit comme objectif pédagogique dans le déroulé et le choix des intervenants. Donc d'abord, professeur Gilles Donner, expert en physiopathologie respiratoire, qui pour que vous le sachiez, il y a une majorité de médecins dans l'assistance. Donc, voilà, on est à peu près à 2 tiers de médecins, un petit tiers d'ingénieurs biomédicaux, de techniciens, etc. Et du personnel. Donc, l'idée, c'est de vous proposer un panel complet de manière à bien comprendre l'intérêt clinique de cet outil dans la prise en charge des patients Covid. Et pour ce faire, bien évidemment, avant tout, la base et le socle de toute compréhension, c'est la compréhension médicale. Qu'est-ce qui se passe chez un patient Covid au plus profond de son organisme jusqu'à ses alvéoles? C'est ce que va tenter, mais qui va certainement, je n'en doute pas un instant, y parvenir, puisqu'il y parvient tous les jours, à nous expliquer comment ça marche à ce niveau-là et comment a évolué le diagnostic, etc., de cette pathologie dans le temps, depuis le début, les premières crises et les premiers pics de pandémie un peu partout dans le monde. Le diagnostic a un peu évolué et comment il a eu l'idée d'utiliser un outil très simple qui s'appelle la CPAP d'oxygène. Comment il a utilisé ce patient? Il va faire un retour d'expérience. Après, je vais me permettre de vous proposer un aspect plutôt plus technique de l'ensemble des techniques de ventilation non invasive à travers les outils qui peuvent permettre la ventilation, comment ils fonctionnent, leurs avantages, leurs inconvénients, pour que vous ayez aussi un panel pas seulement, on va dire, axé sur les outils, que vous compreniez comment ils s'insèrent dans la panoplie, dans la pléthore de choix possibles de techniques de ventilation invasive. Et pourquoi on a fait ce choix? Parce qu'il nous a semblé pertinent pour les patients Covid en Algérie, mais aussi dans tous les pays voilà, qui pourraient en bénéficier. Et la dernière partie de ce webinaire sera assurée par un médecin réanimateur émérite, un médecin réanimateur algérien qui est référent Covid dans sa wilaya à Tlemcen, le docteur Bettahar, qui va justement nous expliquer. Je pense que c'est l'intérêt aussi, c'est un échange pour que ce travail soit efficace, pertinent et que vous puissiez en retirer quelque chose de bénéfique. On a souhaité qu'il soit contradictoire et on lui a laissé toute la latitude d'être critique à l'égard de cette solution par rapport à son utilisation. Et vous verrez que ça sera ouvert et ce sera, j'espère, l'occasion d'ouvrir les échanges et les débats. J'arrête là pour mon intervention. Je passe tout de suite la parole à Abdelhamid qui va se présenter et qui va avoir la lourde tâche de présenter les invités, d'animer les débats, d'organiser et de gérer le temps. Donc, à toi la parole, Abdelhamid. Merci beaucoup, cher ami. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mr. Fallawen. Je me présente, je suis Abdelhamid Fattah, je suis chef de la réanimation à Bourgoin-Jallieu, à 20 minutes de Lyon. Ma spécialité, effectivement, c'est la réanimation et en sachant que j'ai participé effectivement au montage disons le montage de la prise en charge du Covid pendant l'épidémie du Covid en France, qui était une lourde tâche pour nous, notamment on a suivi beaucoup les experts sur la ventilation invasive, que cette fois-ci on va changer quand même de stratégie thérapeutique. Et ma mission effectivement de vous présenter avant tout, je suis un modérateur, mais en même temps je vais essayer de vous présenter les intervenants avec leur timing chacun, et après on finira par la suite par le débat, questions et réponses.
et on verra comment ça va se terminer tranquillement dans cette webinaire qu'on a préparé depuis quelques jours. Avant tout, je remercie tous les gens qui ont participé quand même à l'élaboration de ce travail-là qui est quand même faramineux, notamment de chaque côté de la rive, les médecins d'ici, les biomèdes, les ingénieurs biomèdes, de l'autre côté aussi les médecins et en même temps les biomèdes. Mais avant tout, je vais commencer à présenter le professeur Gilles Donner, qui est chef de département d'anesthésie, réanimation, douleur, cardiologie, neurochirurgie à l'Institut Curie dans le 5e, qui est diplômé en pharmacologie à Marseille et en Aix. Expertise aussi en physiopathe respiratoire et ventilatoire dans Paris 12. Enseignant, formateur et en même temps, il touche tout le bassin africain. Il connaît très bien en fait le Maghreb de façon générale et même précis. Et puis bien sûr, son expertise sur l'utilisation de la CPAP de Bossignac sur les patients Covid. Et cette présentation sera portée essentiellement sur la physiopathe du patient Covid-19 et son expertise de l'utilisation de la CPAP de Bossignac. Suivi par la suite, donc ça sera une présentation de 10 minutes, suivi par la suite par notre éminent cher ingénieur biomède Abdelrahim Benagoug, qui est le secrétaire de l'association Covid-19 Algérie Solidaire, qui est ingénieur biomède à l'assistance de Marseille, l'hôpital de Marseille, coordinateur ingénierie biomède Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, qui va nous présenter les techniques de ventilation non invasive pour le patient Covid-19. Et après, on a la dernière présentation qui sera faite par notre cher ami, le docteur, le maître assistant Nordine Betahar, maître assistant d'anesthésie et réanimation, chef de service unité réanimation Covid au CHU de Tlemcen, et le coordonnateur de la Wilaya, qui va nous parler sur le retour d'expérience sur l'utilisation de la CPAP de Bossignac sur les patients Covid-19 en Algérie. Il y aura des échanges, débats avec l'assistance, bien sûr, questions-réponses. Et je tiens à présenter des gens qui font un travail extraordinaire, et ce sont les panélistes. Je vais les présenter un après l'autre. Le docteur Salim Guediri, médecin généraliste, qui fait partie de l'association des ulama algériens en Algérie. Salim Kiraï, référent biomède en Algérie, qui est professeur-chef du département de biomède à l'université de technologie de Tlemcen en Algérie. Et Salim Louafi, coordinateur médical de l'association des ulama algériens en Algérie. Voilà de façon générale la présentation de se dérouler de ce soir. Je vais laisser la parole immédiatement au professeur Gilles Donner, qui va nous parler de la physiopathe du Covid, le patient Covid-19, et de l'utilisation de son expertise sur l'utilisation de la CPAP de Bossignac sur les patients Covid-19. Je vous laisse la parole, cher professeur. Vous avez 10 minutes pour la présentation. Je vous remercie. D'abord, monsieur le modérateur, je vous remercie de cette présentation. Chers panélistes, merci pour le travail que vous avez réalisé. Et enfin, chers amis algériens, merci de participer à ce webinaire. Alors moi, je vais me représenter. Je suis Gilles Donner, je suis médecin anesthésiste réanimateur de base et j'ai fait des spécialités. J'ai fait de la pharmacologie, je me suis spécialisé dans la douleur. Donc, j'anime un département sur 3 hôpitaux parisiens, dans l'ensemble hospitalier Institut Curie de Paris, un hôpital qui est au milieu de Paris, au 5e, un hôpital qui a Saint-Cloud, et un hôpital qui est à Orsay, qui utilise les rayonnements particuliers pour traiter certaines tumeurs de l'enfant. Donc voilà, je suis dans cette situation et je vais essayer de vous présenter, dès que la présentation apparaîtra, notre histoire de Curie concernant la prise en charge de cette pandémie à Covid-19. Alors, je vais vous expliquer un peu, on a été un peu privilégiés, nous, parce que nous sommes un centre de traitement du cancer. L'Institut Curie, c'est le traitement du cancer. Et l'ARS, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, nous a demandé de continuer à faire du cancer. Et elle nous a débarrassés de tous les Covid qui arrivaient dans nos urgences ou dans notre hôpital. C'est-à-dire qu'ils étaient transférés ailleurs, ils arrivaient chez nous, transférés par les SAMU ailleurs, ce qui nous a permis de continuer à faire du cancer. Et progressivement, l'ARS nous a dit à un moment, on ne pourra plus vous protéger. Il faudra prendre des Covid-19, mais pendant ces 3-4 semaines où les Français, et notamment à Paris, on apprenait à soigner le Covid-19, on a été protégés, on a appris avec les autres, et on a appris des écueils des autres, on a appris de l'expérience des autres collègues,
on se réunissait tous les jours dans des webinars pour savoir comment il fallait faire, comment les traiter, parce que cette maladie pulmonaire qui nous tombait dessus était une maladie qui n'était pas classique. C'était pas des DRA classiques, c'était des maladies une maladie qu'on connaissait pas, qu'on savait pas traiter, qui avait des caractéristiques mécaniques des poumons qui n'étaient pas celles qu'on attendait, des infections bactériennes pulmonaires. Et donc, je vais essayer de vous raconter cette petite histoire française pourquoi française? Parce que j'ai travaillé pendant 30 ans avec Georges Boussignac. Donc voilà, on a été ensemble depuis Créteil jusqu'à Curie et on a cessé de travailler ensemble jusqu'à son décès récent. Donc, on va parler, si ma présentation arrive, je vais vous parler d'une sorte de physiopathologie, mais chronologique de l'infection pulmonaire à Covid-19. Alors, cette infection, j'aimerais bien avoir mon support. Je peux commencer son support. Alors, je vais vous dire, nous, on s'est intéressé à cette infection Covid-19 pulmonaire. Tu peux ou pas? Principalement parce qu'on a eu des images qui sont arrivées sur les scanners de nos patients. Récupère-le, je te donne la main. Oui. Pardon. Alors, nos patients réalisaient beaucoup de scanners thoraciques et on s'est aperçu que certains qui étaient asymptomatiques par ailleurs se présentaient avec des images pulmonaires un peu particulières. Et chez ces patients, on a fait des tests pour essayer de retrouver des RT-PCR pour trouver le Covid-19 et on s'est aperçu que ces malades étaient infectés à bas bruit, de manière silencieuse, sans contexte clinique particulier, et étaient infectés à Covid-19. Néanmoins, on s'est aperçu aussi que certains de ces patients qui étaient infectés à Covid-19, chez certains de ces patients se développait une maladie. Alors, à partir d'une maladie interstitielle, voilà, ça arrive, la première diapo, s'il vous plaît. Abderrahim. Donc, à partir de ces images interstitielles, pouvaient se développer chez certains patients, vous ne savez pas trop lesquels, pouvaient se développer des images alvéolaires. Donc, on avait un syndrome interstitiel périphérique qui était assez caractéristique puisqu'on s'en est servi pour faire le diagnostic. Et à un moment, les RT-PCR avaient des faux négatifs assez nombreux, aux alentours de 30%. Donc, on a utilisé pour le préopératoire, pour la chirurgie lourde, pour les patients qui allaient en réanimation derrière, on a utilisé le scanner thoracique pour le diagnostic d'infection à Covid-19. Et donc, on s'est aperçu que ces patients pouvaient soit rester avec des images alvéolaires qui disparaissaient, soit se compliquer avec une maladie pulmonaire qui était un peu plus, Abderrahim, on peut passer la diapositive suivante, un peu plus caractéristique de ce qu'on sait des maladies pulmonaires, ça veut dire des images interstitielles puis alvéolaires au niveau des deux poumons. Et donc, on passait avec cette infection à Covid-19 d'une pneumopathie interstitielle à une pneumopathie parenchymateuse sévère. Et les patients, le ratio entre le nombre de patients qui avaient des anomalies interstitielles et ceux qui avaient une pneumopathie parenchymateuse dans notre hôpital, c'était sur 100 patients qui avaient des images, il y en a 3 qui développaient une maladie, 3% des cas développaient une maladie pulmonaire sévère. Je ne sais pas si on m'entend. Abderrahim, je ne sais pas si tu peux faire passer les diapos. Alors, on a essayé de comprendre, je vais continuer sans les diapos, on a essayé de comprendre comment se développait cette pneumopathie interstitielle et comment passer de l'interstitielle à la parenchymateuse. Il allait se passer un certain nombre de choses qu'on a appris au fur et à mesure. Il y a d'abord une atteinte endothéliale, vasculaire et lymphatique majeure chez ces patients. Alors, la physiopathe du Covid-19, vous savez qu'il a des récepteurs et il se fixe sur des récepteurs tissulaires et cellulaires, notamment le récepteur ACE2. Et on s'est aperçu, et les travaux initiaux l'ont décrit, c'est que l'endothélium vasculaire et lymphatique est rempli de ces récepteurs ACE2 et donc les cellules Covid se fixaient sur ces récepteurs ACE2 pour entraîner cette atteinte vasculaire et lymphatique. On a aussi observé le déclenchement d'une sorte de cascade inflammatoire énorme. On parlait d'atteinte vasculaire avec des thromboses. On parle aussi d'un déclenchement d'une cascade inflammatoire puissante. On a vu ces interleukines 1 et 6 qui se développaient avec des taux très importants. Nos patients développaient une sorte de bronchoconstriction très souvent, probablement en rapport avec une atteinte des récepteurs, des muscles lisses bronchiques qui étaient bloqués par le Covid. Les patients, très vite, perdent leur vasoconstriction pulmonaire hypoxique, qui est un réflexe physiologique, et donc s'installait une hypoxémie. Et ces patients qui avaient d'abord une maladie interstitielle
qui n'étaient pas hypoxémiantes devenaient progressivement hypoxiques et développaient une deuxième maladie qui était une pneumopathie parenchymateuse. On a aussi appris à savoir que cette pneumopathie parenchymateuse, elle était souvent le fruit de lésions pulmonaires auto-infligées par le patient qui essayait de triguer sa respiration avec des pressions de drive inspiratoire très négatives. Donc, on s'est retrouvé avec des patients qui avaient une atteinte endothéliale vasculaire et lymphatique, pulmonaire, qui avaient une inflammation pulmonaire puissante, une bronchoconstriction, des thromboses vasculaires et lymphatiques pulmonaires et une perte de la vasoconstriction pulmonaire hypoxique, c'est un réflexe physiologique. Et donc, ces patients étaient très hypoxémiques. Et on a vu arriver à un moment chez nous, quand on a ouvert notre réanimation au Covid, des patients qui étaient très hypoxémiques et qui, bizarrement, paraissaient tolérer cette hypoxémie parce qu'il n'y avait pas les réflexes qui permettent de lutter contre cette hypoxémie. Après quelques jours d'hypoxémie, ces patients se sont retrouvés dans des situations catastrophiques. Hypocapnie initialement parce qu'ils compensent, ils augmentent leur fréquence respiratoire et puis progressivement l'hypercapnie avec la fréquence ventilatoire qui à ce moment-là explose ou qui s'effondre chez des patients qu'il faut intuber. Alors en dehors de ça, on a présenté la maladie du Covid, c'est une vascularite pulmonaire, comme une vascularite thrombosante qui est induite par une thromboinflammation qui s'installe entre le 5e et le 10e jour de l'infection. Cette vascularite thrombosante, elle est liée directement au Covid-19 qui se fixe sur les cellules endothéliales pulmonaires et qui va agresser ces cellules. Ça, c'est la première chose. Et on s'est aperçu aussi qu'on se retrouvait dans une situation où les patients étaient tellement hypoxémiques qu'ils avaient une hypercoagulabilité liée à cette hypoxémie. Donc, agression tissulaire directe endothéliale, thrombose vasculaire, hypercoagulabilité liée à l'hypoxie, thrombose vasculaire. Et on a découvert que ces malades faisaient des embolies pulmonaires, un risque d'embolie pulmonaire sous traitement 6 fois supérieur à ceux qu'on observe chez les patients qui ont des infections bactériennes classiques de la même sévérité. Donc la physiopathologie de Covid, au début on s'est dit c'est comme les reins infectieux bactériens. Ben non, ce n'est pas un rein infectieux bactérien, c'est une sorte de vascularite thrombosante d'origine immunitaire parce que les patients, je vais vous raconter un scoop, nos patients cancéreux, ils ont fait très peu d'atteintes pulmonaires sévères, comme si le cancer n'intéressait pas le Covid, mais probablement c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de répondre d'un point de vue immunitaire du fait de leur chimiothérapie à cette agression, à cette grenade que Covid mettait dans leurs poumons. Alors, on a proposé des traitements et vous allez voir que les traitements, c'est pour prévenir que les patients passent de la pneumopathie interstitielle à la pneumopathie parenchymateuse. Alors, pour l'atteinte endothéliale, on avait les antiviraux, bien sûr. On a utilisé les corticoïdes et des anti-inflammatoires. On a utilisé des bronchodilatateurs. On a, pour certains patients qui étaient dans un état tellement critique d'hypoxémie avec des risques sur les comorbidités, on les a pris en réanimation, on les a intubés, ventilés. On a fait de la ventilation mécanique. On a mis systématiquement, on a été recherché dans les poumons s'il y avait des germes. On a retrouvé le Covid, mais des fois, il y a des germes associés. On s'est aperçu qu'à la phase initiale, quand le Covid est en pleine expansion dans le poumon, il n'y a plus de germes. Il règle tous les problèmes de germes. Ils disparaissent. Par contre, à la première semaine ou deuxième semaine de ventilation, en réanimation, c'est des patients qui avaient retrouvé des bactéries dans les poumons et certains opportunistes. Et donc, on s'est dit, il y a un moment, on a des antiviraux, on a des anticoagulants, on a des corticoïdes, des anti-inflammatoires, on a des bronchodilatateurs, mais pour pas que les patients explosent leurs poumons du fait de leur lutte contre l'hypoxie, il y avait quelque chose de terrible qu'on a un peu négligé au départ, et ben, c'est l'oxygénothérapie. On s'est dit comment on peut régler l'oxygène, amener un peu plus d'oxygène à ces patients pour qu'ils ne passent pas de cette pneumopathie interstitielle à cette pneumopathie parenchymateuse sévère. Alors, pour ce faire, les diapos, elles sont un peu bloquées. Il fallait administrer de l'oxygène pour casser le cercle vicieux. Alors, on s'est dit au départ, et les Italiens l'ont beaucoup fait, c'est de dire, OK, il faut de l'oxygène, il faut les endormir, les intuber, dès qu'ils ont des PaO2 basses, les endormir, les intuber, augmenter la FiO2 en ventilation mécanique, et avec ça, on va pouvoir régler le problème de ces patients. En fait, ils ont intubé un nombre très important de patients, probablement trop important de patients, parce qu'il y a probablement un certain nombre de ces patients qui n'auraient pas eu les complications de la ventilation mécanique, de 15 jours de réanimation, de la curarisation, on leur avait fait une oxygénothérapie adaptée pour casser le cercle vicieux. Et donc,
Cette oxygénothérapie adaptée, elle permettait de limiter le risque de lésions pulmonaires auto-infligées, de limiter le risque des thromboses vasculaires pulmonaires et donc de limiter la casse au niveau pulmonaire. Alors, on a mis un cahier des charges. Alors, j'ai beaucoup discuté avec Georges Boussignac, avec qui j'étais en contact quasiment tous les jours. On a dit qu'est-ce qu'on a comme possibilité. Il faut traiter une hypoxémie profonde. Il faut, s'il y a des patients qui ont un effort inspiratoire très important qui génère des pressions négatives, alors on parle de drive inspiratoire, on pourrait parler en physiologie, pour ceux qui font de la physiologie ventilatoire, de la P01, la pression inspiratoire à 0,1 seconde du début de l'inspiration. Plus elle est importante, plus le drive est important. Et on s'est aperçu que ces patients avaient des pressions de drive inspiratoire très importantes. Il fallait donc traiter l'hypoxémie, traiter un effort inspiratoire intense, traiter les patients qui avaient un œdème pulmonaire, un shunt, et puis traiter la fatigue ventilatoire. Comment on a fait? On s'est dit, pour l'hypoxémie profonde, il n'y a pas 36 solutions, il faut enrichir avec un haut débit d'oxygène. L'effort inspiratoire générant des pressions très négatives qui sont délétères pour le patient, qui sont responsables des lésions pulmonaires qui vont survenir. Il fallait donner de l'oxygène, mais offrir à ces patients des débits inspiratoires très élevés, des peak flow très importants pour compenser leur manque pour compenser cette pression négative qui est générée. Il fallait leur apporter de l'oxygène avec un très haut débit. Pour lutter contre l'œdème pulmonaire et le shunt, il fallait proposer, bien sûr, de la pressurisation dans les voies aériennes, de la PEP ou de la CPAP. Et puis, pour limiter la fatigue ventilatoire, vous savez que quand on assiste les patients, on va dire la PEP, c'est pour la phase expiratoire, c'est l'oxygénation, mais pour les muscles, il fallait pressuriser l'inspiration et proposer de l'IPAP ou de la BIPAP. Alors ça, je crois que Abderrahim Bedago vous présentera ça. Alors, on a fait un cahier des charges, on a essayé de décrire le cahier des charges de ce qui permettait de réaliser ces différents systèmes. Vous allez voir, Abderrahim vous en parlera, du cahier des charges. Et nous avons choisi la CPAP de Boussignac pour plein de raisons. Voilà, c'est parce qu'elle permet un haut débit d'oxygène. Elle a des peak flow qui sont très importants par rapport à toutes les machines, jusqu'à 270 litres par minute. Elle permet de pressuriser l'expiration et donc d'améliorer l'oxygénation. Elle permet de pressuriser l'inspiration, de diminuer le drive inspiratoire et elle permet de proposer de l'aide inspiratoire entre 1 et 10 cm d'eau. Elle est facilement tolérée, c'est-à-dire que les patients peuvent mettre la CPAP au-dessus de leur masque et ils vivent normalement avec ça. Elle est sécure pour les patients et les soignants parce qu'il n'y a pas de gouttelettes infectées qui sont produites, il n'y a pas d'aérosolisation, il y a systématiquement au-dessus du device un filtre HEPA. C'est un système qui est ouvert, donc qui est facile à monter, qui est facile à tolérer par les patients. Le poids de la CPAP, c'est 30 grammes. Ils n'ont pas un gros machin sur le nez qui les empêche de vivre normalement. Elle se met en 1,5 minutes. Le patient est capable d'enlever son masque et de le remettre. Il n'y a qu'un seul réglage, c'est le débit d'oxygène. Il y a une proportion entre le débit d'oxygène et les pressions générées par la CPAP, qu'elles soient inspiratoires et expiratoires. Le montage, il est facile et le monitorage, il est facile. Le monitorage, on monitore la SaO2 et la fréquence respiratoire. Une autre chose importante pour cette CPAP, c'est qu'elle peut utiliser avec de l'air sous pression ou de l'oxygène pur. L'air sous pression, c'est plus facile à avoir que de l'oxygène. Et donc, si vous rajoutez un petit débit d'oxygène, vous avez la pression pour faciliter la mécanique ventilatoire des patients et un rajout d'oxygène pour améliorer l'hématose. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec Georges pendant 30 ans. Toute cette petite CPAP de Boussignac, elle est validée par la littérature. Donc, c'est un énorme avantage d'avoir un système comme ça. Alors, si je devais parler de notre expérience hospitalière des Instituts Curie de Paris, je vous ai dit ces 3 hôpitaux. On a aménagé… Il vous reste quelques minutes, 3 minutes. J'ai fini. Oui. L'ensemble hospitalier, ces trois hôpitaux dans Paris, il y a un hôpital qui a été dédié consultation ambulatoire que Covid, et l'hôpital principal au milieu de Paris, on a réalisé dans cet hôpital une structuration un peu différente avec une partie Covid+, une partie Covid-. On a créé une unité d'oxygénorequérance pour les patients qui avaient besoin d'oxygène, qui étaient dépendants de l'oxygène. Et puis la réanimation est passée tout Covid. Les 10 lits de réa étaient réservés aux patients Covid. Et je vais vous dire quelque chose. Alors, on a pris un certain nombre de patients, ce n'est pas énorme parce qu'on est une petite structure, mais
On a eu peut-être 270 patients au total Covid. On en a une trentaine qui sont passés dans l'unité d'oxygène requérance et 15 qui sont passés en réanimation, qui étaient graves et qui sont restés 10 à 15 jours dans notre réanimation. On a eu par chance, alors je dis par chance, mais probablement aussi par la qualité des médecins qui sont dans notre service, on a les patients qui ont été en réanimation, on a eu à déplorer aucun décès dans cette structure. Alors pourquoi aucun décès? Parce que pendant un moment, on s'est préparé. Pendant longtemps, on a écouté ce que faisaient les autres et ce qui nous a permis d'avoir des patients. Alors l'unité d'oxygénorécurrence, elle n'a accueilli que des patients qui avaient de la CPAP de Colignac, la CPAP de Boussignac. Alors je vais vous présenter 2 cas cliniques très rapidement. Monsieur P, alors vous les avez peut-être pas, et Madame, vous les avez? Monsieur P, c'est un monsieur de 39 ans qui est diabétique depuis l'enfance, qui est non-fumeur, détresse respiratoire, une PaO2 à 50 par minute. Voilà, lui, il a reçu le traitement standard. Alors, vous trouverez nos procédures thérapeutiques pour le Covid sur le site Solid19. Mais cet homme-là, il a la CPAP de Boussignac. Il nous a dit, j'ai fait un petit marathon pendant 3 jours. Il est resté à 50 de PaO2 pendant 3 jours. Il n'a jamais été intubé. Et il a survécu à ça après 3 jours de marathon, plus les traitements qu'on lui a donnés, les bronchodilatateurs, les antiviraux et tout ça. Voilà, il n'a eu que la CPAP de Boussignac. Il dormait, il se mettait en position latérale, il faisait du DV, du digubus latéral. Et je vais vous parler de Madame Trine, c'est la dernière patiente qui est sortie de notre réa. C'est une jeune femme, une femme de 59 ans qui n'avait pas de traitement. Elle était ménopausée, pas de facteur de risque. Elle a fait une détresse respiratoire chez elle à J6 après une première hospitalisation aux urgences. À l'arrivée en réa chez nous, elle est dyspnéique, elle est agitée, elle est en détresse respiratoire, en détresse neurologique. Elle est intubée à l'arrivée en réanimation. Elle a un traitement systémique, c'est la procédure que vous trouvez sur Solid19. Au scanner, elle a 2 poumons blancs, elle a 80 de PaO2 sur FiO2. Elle a une écho transœsophagène qui démontre qu'elle a une embolie pulmonaire massive dans la paix droite. On la propose à l'ECMO, elle est récusée à cause de l'âge. À Paris, au-dessus de 50 ans, il n'y avait plus d'ECMO. On a donc décidé, vu qu'elle avait un cœur droit aigu, thromboembolique, plus des poumons blancs, de faire une thrombolyse systémique. 36 heures après son admission en réanimation, le PaO2, après cette thrombolyse, est passé à 300, elle est extubée à J10, elle sort à J13 de la réanimation. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la physiopathologie, on la connaît à peu près maintenant. On sait à peu près comment traiter les différentes causes qui altèrent la physiologie pulmonaire liée à Covid-19. Et on a mis en application une méthode simple qui est la CPAP de Boussignac pour essayer de ne pas intuber les patients. Et dans notre expérience, on a une expérience assez unique parce qu'on a eu le temps de se préparer, de s'exercer et de proposer un traitement pour les patients pour ne pas les intuber. On a intubé finalement peu de patients, on a intubé les détresses neurologiques, les fatigues respiratoires. Les autres ont été traités systématiquement avec la CPAP de Boussignac. Merci, monsieur le modérateur, je m'excuse d'avoir débordé un peu. Merci beaucoup, professeur Gilles, de votre imminente intervention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions concernant la physiopathe dont on laissera à la fin. J'enchaînerai directement avec ceux qui assistent. Juste leur dire qu'il y a un changement de programme. C'est plus M. Abdelrahim Benagouk, c'est plutôt Dr Nordine Bettar qui va parler justement sur le retour d'expérience de la CPAP pour, bien sûr, le SDRA, enfin, le contexte de SDRA lié au Covid-19. Voilà, c'est juste pour… Et après, on passera à ta présentation, notre Abdelrahim. Allez-y, monsieur Nordine Bettar. Vous avez 10 minutes pour la présentation. Donc, essayez d'être bref, concis et en même temps, voilà, très explicite comme vous êtes en train de le faire. Merci mon frère, merci mon ami, merci mon collègue. Je remercie aussi pour la deuxième fois votre association qui nous a apporté de l'aide, surtout en Algérie, avec l'apport de la CPAP, qu'on a beaucoup aimé et on a travaillé là-dessus. Je tiens à vous remercier premièrement de l'invitation et je remercie aussi votre association ainsi que le président Jamal. Solidaire avec l'Algérie. Ça nous réchauffe le cœur. C'est très gentil de votre part. Vous êtes venu au bon moment. C'est vrai. Je remercie aussi notre professeur éminent Gilles Donleur. Je remercie vraiment. J'ai vu sa présentation. Elle est très, très enrichissante. Et ça permet de répondre à beaucoup de questions qu'on avait quelque chose dans notre tête. J'ai remarqué que sa présentation, elle se ressemblait dans l'inquiétude sur la prise en charge du Covid. On a eu les mêmes soucis. En France, on
en Algérie. Je voulais dire que tout au début, je ne sais pas ce que ma présentation elle est là ou pas. Elle va Monsieur bientôt Alain, arriver. Ça va venir. ma présentation, je l'ai fait, ça fait quelques semaines pour nos réanimateurs, parce que je suis le président de l'association Tlemcenienne d'anesthésie et réanimation. Et je voulais partager avec eux, parce que c'était la CIPAP, il faut dire la vérité, on l'a réservé avant le Covid pour les malades en BPCO. Et c'était une contre-indication absolue que nos chers réanimateurs pouvant confirmer. Donc, elle était contre-indiquée dans les syndromes infectieux avec le risque de contamination. Malheureusement, on a été largement critiqué lorsqu'on a commencé à travailler sur la CIPAP avec certains collègues. Et malgré ça, donc, on était très, très convaincus, vu le changement presque quotidien de la physiopathie de ce Covid. On ne connaissait pas qu'est-ce qui s'est passé dans le poumon. Donc, pour vous dire, on a été sollicité dès le départ du Covid. C'était au mois de mars. Donc, c'était avec l'événement qui s'est produit en Chine, en Italie, en France, malheureusement. Donc, l'Algérie est venue en 3e position et commence à se préparer. Ma petite ville où j'habite, à Tlemcen, donc j'ai été sollicité pour la mise en garde, pour pour se préparer à ce phénomène qui est la détresse respiratoire. Et on connaissait, c'était la détresse respiratoire post-Covid. Donc, on a réuni tous les réanimateurs, ainsi, donc, comme il a dit M. Gilles Donner, on pensait au SDA, donc c'est la détresse respiratoire post-Covid. Donc, avec un syndrome infectieux, on voyait que les gens meurent par asphyxie, par une atteinte pulmonaire. Donc, on s'est dit, donc l'attitude thérapeutique, c'était de placer la machine. Donc, on a pu s'organiser. Vas-y, essaye de partager, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? C'est juste pour échanger quelques photos et quelques expériences. Donc, je disais, on a commencé à réunir toutes les machines, les respirateurs de la région et on s'est équipé avec une unité de réanimation dont la capacité dépassait les 20 lits. Et on a commencé à intuber nos malades, comme il a dit professeur Gilles Donner. Mais malheureusement, donc on voyait que les malades, on n'apportait pas beaucoup de chance en intubant ces malades. Les malades, on avait 2 catégories. Ceux qu'on intubait, on retenait donc pendant quelques jours, mais malheureusement, il y avait on n'avait pas de résultat satisfaisant en tant que réanimateur. Et il y avait une deuxième partie, ceux qu'on intubait, mais ils se cassaient au moment d'intubation. Comme il a dit professeur Gilles Donner, c'est au moment de la sédation pour l'intubation, on a remarqué que c'est ce qu'on appelle le collapse de reventilation, c'est-à-dire vous sédatez votre malade qui était déjà en asphyxie avec une hypocapnie, donc il y a une cassure, et on n'arrivait pas, on a perdu nos malades. On a travaillé pendant un mois. Donc, je redis un peu l'histoire de notre attitude thérapeutique. On a commencé, comme il a dit Gilles Donner, professeur Gilles Donner, que je remercie vivement pour sa présentation qui était vraiment très, très enrichissante. Et j'ai remarqué que presque on a partagé avec eux les mêmes soucis dans la prise en charge du ce Covid. Docteur, vous pouvez partager. Hein, vous avez les droits pour partager. Vous pouvez y aller. Vous allez en bas, la flèche verte, partager l'écran et votre présentation va apparaître. Et vous pourrez faire passer les slides à votre convenance. Très bien. Et il faut d'abord la sélectionner d'abord sur votre PC, d'accord? OK, donc je la sélectionne. Le partage d'écran n'a pas pu Vous démarrer. avez l'habitude de passer de docteur à technicien. Hein, ce n'est pas la première fois. Dans l'exercice de vos fonctions, on le fait tous. Voilà, et voilà. En direct. Le partage d'écran n'a pas pu démarrer. Veuillez réessayer ultérieurement. Code erreur 105035. Ah. Bon. Je vais voir une autre. Je ne sais pas. Donc, regarde. Disque amovible. J'espère que ça va marcher. Hop. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que le partage est bien ici? Non, il n'y a pas de partage pour l'instant. Pas de partage, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer la main peut-être à notre chargé de communication, voir s'il est possible pour lui de le faire. Ah,
On a le… Ça y est, on l'a. Ça y est. Merci, Très bien. Hassan, merci. Désolé encore une fois, mesdames et messieurs les participants, pour notre amateurisme, vous nous excuserez, voilà, c'est la première fois. À vous, docteur. Merci, mon frère. Donc, je disais, donc, on travaillait sur, on voulait comparer notre travail, on voulait comparer la CIPA par rapport à l'apport de la CIPA par rapport au respirateur, donc dans ma région. C'est un travail qui a été organisé avec nos amis ingénieurs de la faculté de médecine de biotechnologie. Très bien. Bon. Notre histoire, ça commence ici. Donc, comme il a dit notre ami Gilles Donner, ça a commencé comme n'importe quelle situation de guerre ou de grave. Donc, on a entendu parler du Covid. Donc, ce qui est l'atteinte respiratoire, ça se manifestait par une atteinte respiratoire. On s'est préparé, donc on a ramené toutes les machines de la région et on a créé des unités avec des lits de réanimation. Donc, pensant que l'atteinte, elle est purement pulmonaire. Quelques statistiques pour vous dire, au début, on a eu recensé un nombre très élevé d'atteintes avec le Covid, répartis un peu dans notre région. Juste pour commencer, donc, diapo suivant. Cette étude a été faite par nos chers épidémiologues. Cette plaque, pourquoi je l'ai mis? C'est juste pour renforcer l'idée de la CIPAP. Vous voyez, on a commencé le Covid chez nous au mois de mars, à partir du 20 mars, et on s'est préparé avec des respirateurs, des machines pour ventiler nos malades. Et comme vous remarquez, donc c'est une étude qui a été faite par les épidémiologues pour une durée de 1 mois. Comme vous voyez, donc on a eu un nombre très, très élevé. C'est des malades chez qui on n'a pas utilisé la CIPAP. C'était avant le mois d'avril. On utilisait uniquement la voie d'intubation. Et comme je vous ai dit, donc on a remarqué que ces malades, on les perd soit après l'intubation pendant 4 à 5, avec une moyenne de 5 jours, soit au moment de l'intubation avec le collapsus de reventilation, comme nos réanimateurs le connaissent. Et c'est à partir de cette idée-là, donc j'ai placé cette plaque-là pour défendre un peu l'apport de la CIPAP. Comme vous voyez, à partir du 20 avril, il y avait l'arrivée de la CIPAP. Diapo suivant, s'il vous plaît. On n'a pas commencé avec la CIPAP, donc on s'est dit, tiens, vu que l'intubation ainsi que la machine ne marchent pas, donc on va utiliser certaines méthodes de la ventilation non invasive. On a pensé au masque du plongeur, le Décathlon, et on voyait que ça marchait. Très bien, on a eu quelques résultats satisfaisants. L'inconvénient de notre travail ici avec le Décathlon, c'est que le malade, une fois hypoxique, il est altéré sur le plan. C'est pour ça que je défends un peu la CIPAP et aussi donc, le Décathlon. On a fait une étude comparative. Concernant le Décathlon, j'essaie de partager avec vous notre petite expérience. Quand le malade il est en hypoxie sévère, il y a une altération d'état de conscience, il se laisse ventiler, donc on a trouvé l'idée de lui placer le Décathlon et avec une assistance respiratoire VS avec PEP. Malheureusement, la technique elle a été un peu donc, critiquée. Une fois le malade commence à avoir une conscience un peu, il revient à la conscience, donc le malade ne supporte plus être enfermé dans un masque. Il essaye de retirer le masque. Et c'est comme ça qu'on a eu quelques dégâts. Donc, le malade, une fois il retire le masque, il n'arrive plus à le remettre et il est un peu fatigué. Donc, on a eu recours à l'intubation. Voilà quelques donc, images concernant l'apport de la VNI. C'est des malades qui étaient admis à une SpO2 qui était très basse et après l'apport de la CIPAP, la VNI, donc vous voyez que la pression ou la SpO2, elle était plus de 80%. En commençant à travailler aussi, donc on ne s'est pas arrêté, donc on s'est rapproché du département de technologie. Comme vous voyez, on commence à travailler avec notre Salim Karaï, que je remercie vivement qu'il est là. C'est un ingénieur et chef de département de la biomédicale. Et on commençait à travailler sur la CIPAP. Malheureusement, on n'avait pas.
Et regardez l'effort qu'on faisait. On a commencé à travailler sur une valve que notre ingénieur biomédical, M. Kelly, donc il a conçu lui-même avec son équipe, que je remercie. Et après, mais malheureusement, on a eu des difficultés. La technique, ça a marché, mais pas assez. Le malade se fatiguait, il n'y avait pas beaucoup d'apport en oxygène. Donc, les résultats cliniques n'étaient pas très, très satisfaisants. On était obligé de critiquer la technique. Ils ont bien accepté. Diapo suivante. Chronologiquement, donc, on s'est dit, tiens, on va travailler avec la sonde de Boussignac. Et on nous a ramené la fameuse valve de Boussignac. Et on a travaillé, mais malheureusement, à notre époque, tout le monde était d'accord que la valve de Boussignac, elle était contre-indiquée dans les maladies infectieuses. On a été même critiqué par certains de nos collègues en l'utilisant, donc, la valve de Boussignac, parce qu'elle utilise à une débit à une forte pression. Et le risque de contamination, soit du personnel médical, soit paramédical, ainsi que peut-être d'autres malades. Qu'est-ce qu'on a apporté avec cette modification? On a pensé à apporter le fameux filtre, le filtre antibactérien. Et c'était ça, donc, l'idée de protéger le malade, le personnel soignant. Parce que maintenant, pourquoi? Parce que l'emplacement de la valve était un peu proche du malade et avec une jette de pression. Donc, on a eu peur donc, pour le personnel soignant. Voilà nos premiers malades qu'on a placés à la CIPAP. C'est une femme donc, âgée de 54 ans. Donc, c'est un film, donc je ne pense pas qu'il va défiler. C'est une femme de cinquantaine d'années qui a été admise suite à une atteinte du Covid. Et elle avait une SPO2 à 54%. Et c'était parmi les critères de l'intubation. Malheureusement, on a résisté. On s'est dit, ça ne sert à rien de l'intuber. On va lui donner la chance avec la CIPAP, la porte de la CIPAP. Et comme vous voyez sur les images, la CIPAP, donc l'évolution n'est pas dans les médias. C'est un message que je passe à nos chers amis réanimateurs. Il faut se mettre du temps. Vous voyez que la SPO2, elle est montée à 88%, puis à la sortie, elle était à plus de 80%, 90%, 92%, je pense. Et je vous présente l'équipe avec qui je travaillais. C'est des équipes, c'est des donateurs qui se sont rapprochés de moi. À leur tête, M. Salim Kelhay, donc je remercie. Donc, ils nous ont apporté beaucoup d'aide sur l'apport de la CIPAP. Et depuis, on commençait à travailler sur la CIPAP. Diapo Merci. suivant. Et voilà toute mon équipe avec l'administration et l'équipe réanimateur, infirmier, comme vous voyez, l'administration. Et on était très, très heureux en tous les cas. Et je suis très, très convaincu de l'apport de la CIPAP et on continue à travailler. On a eu beaucoup de résultats. Et je remercie aussi tous les donateurs qui étaient présents avec nous. Merci beaucoup, cher ami, de cette merveilleuse présentation concernant la prise en charge du Covid-19 par la CIPAP, bien sûr en respectant les règles d'utilisation de la CIPAP, c'est-à-dire que le personnel doit bien être habillé avec le masque FFP2 et également il faut l'ouverture des fenêtres, pas rester au minimum au-dessous de 15 minutes pour pouvoir justement éviter à tout prix de contaminer bien sûr le personnel, comme vous l'avez dit aussi bien, soignant, paramédical ou médical. Merci beaucoup. Juste dire un petit peu un mot, notamment soit au professeur Gilles Donner, soit à notre ami Bétal, concernant en fait l'utilisation de la CIPAP. Comme autre alternative de la CIPAP, est-ce que vous utilisez l'Optiflow? Alors, je parle bien sûr pour notre ami qui est à Tlemcen. Je sais qu'à Paris, comme à Lyon, on utilise beaucoup en fait l'Optiflow, et qu'on évite au maximum d'utiliser en fait la ventilation invasive. Et ma deuxième question, ou en même temps en fait interrogation, Monsieur le professeur Gilles, est-ce que vous utilisez le score de ROX ou l'index de ROX pour justement pouvoir dire est-ce qu'on est dans l'échec ou le succès de la thérapeutique à haut débit, bien sûr, dans le syndrome, dans le Covid et le SDRA? Alors,
Est-ce que je peux prendre la parole sur l'Optiflow déjà? Bien sûr, bien sûr. Alors, nous, à Paris, on utilise l'Optiflow. À la limite de l'Optiflow, c'est que quand il y a des débits élevés, il y a de l'aérosolisation de particules infectées. Et donc, il y a certains patients qui, parce que la CPAP, ça fait travailler les patients qui nécessitaient par moment une combinaison. Ils faisaient 2 heures d'Optiflow, ensuite ils reprenaient la CPAP, et ensuite ils reprenaient l'Optiflow, et on a alterné Optiflow CPAP en sachant que pour ne pas aérosoliser, il fallait rester en dessous de 10 litres. C'est-à-dire des niveaux très faibles d'Optiflow, parce qu'on sait qu'à 30 litres, 60 litres, on aérosolise vraiment dans l'environnement du patient. Et donc, on a utilisé l'Optiflow, mais l'Optiflow pas à ses capacités maximales. Parce que l'Optiflow, il génère de la PEP, il génère une optimisation de l'oxygénation, mais il lui faut des débits de 60 litres minutes. Mais à 60 litres minutes, on fait de l'aérosolisation de particules expirées. C'est-à-dire, on met 60 litres minutes dans le pharynx du patient et cet oxygène, elle ressort. Donc, si on fait le diagnostic de Covid dans le pharynx, c'est que l'oxygène va être quelque part en contact avec ce pharynx et donc, elle va libérer des particules dans l'environnement proche du patient. Donc, on a essayé de faire de l'Optiflow à faible débit en se disant, combiné à la CPAP de Bousignac, qui est peut-être un peu fatigante pour les patients dans certaines situations, et donc on a fait un panaché des deux. Après, nous, en fait, oui, allez-y. Oui, non, allez-y, pardon. Vous ne préconisez pas, en fait, justement, nous, ce qu'on préconise, c'est l'ouverture systématique des fenêtres, que le personnel soignant ne reste pas au-delà de 15 minutes à cause de cette aérolisation. Et ça permet justement de protéger le personnel soignant, parce qu'on a aussi de très, très bons résultats, comme la CPAP, hein, avec une durée moyenne de séjour, qu'on est passé de 15 à 5 jours versus 40 jours ventilation contrôlée, bien sûr. Oui, alors nous aussi, on a à peu près ces résultats. On a des résultats, mais le problème, c'est que on a été stressé par alors les conditions d'ouverture de fenêtres, de pression dans les chambres. On a mis un étage en pression négative. On a fait des tas de choses pour optimiser ça, pour limiter le risque d'aérosolisation. Et là aussi, je veux vous dire, nous, on a de bons résultats. On a de bons résultats avec l'Optiflow, en sachant qu'on n'a pas osé l'utiliser à très fort débit, même si on faisait attention au risque infectieux. Alors, on a beaucoup de patients, on a beaucoup de médecins qui ont été infectés, malheureusement, pendant cette période Covid. Alors, on a eu le temps de se préparer et je ne crois pas qu'on était plus maladroit que les autres. Les situations où il y a eu une infection, c'est des situations de gestion des voies aériennes en urgence, avec des échecs d'intubation par les collègues des urgences, où les médecins sont venus. On a eu vraiment, dans notre service, on a 25% des patients qui ont été infectés, des médecins qui ont été infectés. 25% des médecins qui ont été infectés. Ça veut dire que bien qu'on se soit protégé, qu'on ait protégé les infirmières, nous, les médecins, il n'y a pas autant de médecins qui ont été d'infirmières qui ont été infectés. Par contre, nous, les médecins, on a pris cher, comme disent les collègues. Donc, alors, il est probable qu'ils se soient infectés parce qu'ils sont capables de dire quel jour ils ont été infectés, mais il est aussi probable qu'ils se soient infectés comme le reste de la population générale par leur famille, par leurs machins, par leurs enfants. Donc, voilà. Mais je trouve que, alors, l'Optiflow à plein débit, c'est très intéressant, mais on a refusé de l'utiliser à débit important à cause du risque d'aérosolisation. Et l'Optiflow à faible débit, c'est moins intéressant en termes de mécanique pulmonaire et d'avantage pulmonaire pour le patient, parce que les niveaux de PEP à 60, ils sont aux alentours, dans le pharynx, aux alentours de 3-4 cm d'eau, mais quand si on est à 30 litres par minute ou à 15 litres par minute, ils sont quasiment de 0,2 cm d'eau. Donc, l'impact sur la mécanique ventilatoire et sur l'oxygénation est moins important. Mais voilà, mais je suis d'accord avec vous. Concernant l'autre index, pardon ? L'index de ROX, ouais, ou le score de ROX, ouais. Alors, on n'utilise pas le score de ROX. Peut-être vous pouvez me le donner à moi, me faire mon éducation, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est un score qui permet en fait de prédire l'échec ou le succès de l'oxygénation en haut débit en se basant en fait sur le rapport SpO2 sur la FiO2 divisé par la fréquence respi, avec un score qui est en fait estimé entre normalement en fait moins de 3 après 2 heures. C'est comme les enzymes cardiaques par exemple en dose H0, H2, H4. Par exemple, on fait des gaz.
Et on essaie de calculer. Au-dessous de 3, on se dit ce patient, il est vraiment prédit pour qu'il y ait son intubation. Si au bout de 2 heures, on fait la CPAP ou le petit flow et on s'aperçoit que le ROX il est entre 4 et 12, eh ben, on peut dire qu'il échappe à l'intubation et qu'on peut continuer justement le même schéma thérapeutique. Voilà un peu le score de ROX, qui est normalement non validé pour le Covid, mais qui est utilisé en fait dans les SDRA pour éviter d'intuber en fait les patients. C'est le but en fait en soi. Non, ça, c'est très intéressant. Alors, nous, on a un outil qui permet d'avoir la performance de l'assistance respiratoire, et c'est un peu la même chose, c'est le même principe, c'est de se dire, on rapporte des FiO2 importantes, on doit avoir un gain sur la SaO2, et la tendance de ce rapport FiO2 sur SaO2 nous permet de voir comment le patient évolue. Mais globalement, on a fait, et ça, je vous dis ça parce que les collègues médecins qui ont été infectés, et certains sont de vos pays, d'Afrique du Nord, j'ai 2 copains tunisiens, un copain algérien qui ont été infectés. Et clairement, ils nous ont dit, parce que certains ont fait des séjours de réanimation, ils nous ont dit on a préféré faire un footing. Et franchement, la surveillance clinique des patients, pas qu'avec la fréquence respiratoire, mais la détection de la fatigue ventilatoire. C'est assez facile chez les gens jeunes de voir la fatigue respiratoire. Chez les gens un peu plus âgés, c'est plus difficile. S'ils sont un peu gros, c'est difficile. Mais avoir le bénéfice de ces techniques de ventilation non invasive en surveillant les signes de fatigue, c'était pour nous un monitorage qui était important. Avec le ratio, c'est un peu la même chose que votre indice, le ROX, c'est-à-dire le ratio entre la FiO2 estimée et la SaO2, c'est une sorte de ratio qui nous permet d'estimer la performance de l'assistance respiratoire. D'accord, Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole directement à M. Abdelrahim. C'est à toi de ta présentation. Merci Abdelhamid, merci pour ce riche débat d'experts et j'espère qu'il aura profité et bénéficié à l'ensemble d'assistance, notamment à la communauté médicale. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a quand même un certain nombre de participants qui sont des personnels soignants qui peuvent très bien entendre ce genre d'arguments et des ingénieurs biomédicaux. Et c'est essentiellement, mais aussi à l'intention des médecins que je vais faire cette présentation. Je vais me permettre, pour ceux qui n'étaient pas là au début du webinaire, de rappeler quand même, comme vous le savez, le travail de notre association qui s'est efforcée dans l'urgence d'apporter une solution pertinente et efficace de la meilleure des manières possibles. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans, comme vous le savez, l'urgence, c'est le temps de la priorisation des choix. C'est ce que nous avons fait. Et là, nous sommes dans, on va dire, l'accompagnement, l'optimisation des ressources et des moyens pour que vous puissiez bénéficier de la meilleure manière qui soit de cet outil. Et c'est l'objet de ce webinaire. Donc, un format en 3 temps, je le rappelle, pour remettre les gens dans le contexte, si tu permets, Abdelhamid. Donc, avec un premier temps indispensable, bien évidemment, à la compréhension de l'intérêt clinique, présentation de Gilles Donner, la connaissance de la physiopathologie. Un deuxième temps que je devais m'efforcer de faire, mais je n'étais pas pris techniquement. Donc, c'est le docteur Betahar qui a pris ma place en nous donnant un très beau retour d'expérience sur l'utilisation de l'outil dans son service de réanimation à Tlemcen. Et donc, moi, je vais m'efforcer de décrire un peu la panoplie disponible de techniques de ventilation non invasive pour vous expliquer ce qui a orienté notre choix vers la CPAP de Boussignac. Alors, les techniques de ventilation non invasive, d'une manière générale, il faut savoir déjà quand et comment elles sont utilisées. Slide. Donc, ils sont généralement utilisés dans la prise en charge précoce des patients, en préhospitalisation, en urgence, en gestion conventionnelle, c'est-à-dire en fait en dehors des unités de soins intensifs. Donc, le terme non invasif, qu'est-ce qu'il veut dire? Il se rapporte bien évidemment aux accessoires nécessaires pour apporter cette technique. Vous l'avez bien compris, je parle des masques faciaux, des masques nasales, on les appelle aussi prothèses des voies respiratoires. Donc, c'est ce qui obéit au terme de non invasif. Après, la stratégie de pressurisation, là, on parle bien évidemment en technique de ventilation non invasive uniquement des modes CPAP et BiPAP et de l'OptiFlow qui un peu déroge à la règle de ces 2 techniques principales. Donc, la stratégie de pressurisation dépend du gaz, du moment de pressurisation des voies aériennes, j'en parle du gaz dans les voies aériennes, dépend du moment où la pression positive des voies aériennes est appliquée, puisque CPAP, ça veut dire Continuous Positive Airways Pressure. Je ne sais pas si Gilles, c'est tellement une évidence pour lui maintenant que je ne sais pas s'il a pensé à le rappeler, des fois on oublie. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une pression positive au niveau des voies aériennes. Donc,
on a plusieurs façons de faire. C'est le petit schéma que vous voyez ici. Soit on a une différence entre l'inspiration et l'expiration. Et donc, on envoie une pression d'inspiration et pas en expiration. Et donc, c'est le mode IPAP avec une PEP positive en expiration. Soit on envoie des niveaux différents entre l'inspiration et l'expiration. Et c'est le deuxième schéma que vous voyez. Et soit, comme on le propose la technique de la CPAP de Boussignac, c'est d'envoyer une pression positive, la même tout au long. Alors, il y a une autre, c'est anecdotique, la BIPAP level, où on envoie sur tout le temps du cycle respiratoire des niveaux différents de pression à l'inspiration et à l'expiration en fonction du cycle, et on change de niveau de pression à chaque cycle respiratoire complet. Donc, quoi qu'il en soit, en raison du risque pour le patient lors de l'utilisation de ces dispositifs médicaux, de techniques non invasives, il faut savoir toujours qu'il s'agit d'un choix médical. C'est une prescription médicale. Ça, je m'adresse au personnel soignant, bien sûr, ne pas oublier, et puis voilà, aux autres qui seraient tentés peut-être de l'utiliser dans un contexte non sécurisé, non médical. Rappelez-vous quand même, ça peut paraître simple comme système, mais ça doit être encadré par une équipe médicale et obéir à une prescription médicale, ne serait-ce que par le choix de l'utiliser au bon moment pour le patient, pour le bon patient. Alors, les objectifs slide. Les objectifs de ces techniques de ventilation d'analyse sont principalement, bien sûr, d'éviter l'intubation, hein, vous l'avez tous compris à travers les échanges qu'on vient d'avoir, mais aussi, on l'oublie parfois, de rééduquer les voies respiratoires. Donc, du patient, par exemple, après une longue période d'intubation dans une unité de soins intensifs, pour aider le patient à retrouver une respiration spontanée. Donc, du coup, ces systèmes, et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, il ne faut pas oublier que les CPAP de Boussignac vont pouvoir être utiles même post-Covid dans un certain nombre d'indications, mais ça, je vais laisser ça à la place au débat pour en débattre. Donc, c'est pourquoi ces modes de ventilation, ils sont disponibles tout au long du parcours du patient, dans différents contextes, différentes unités de soins spécialisées et nécessairement intégrées dans les dispositifs médicaux qui équipent ces unités. Donc, plus le service est d'un niveau élevé de compétences et plus les systèmes seront complexes. Donc, les objectifs principaux de cette ventilation, c'est qu'ils permettent d'offrir un soutien ventilatoire aux patients. C'est très important de le rappeler, c'est la palissade, mais qui sont encore capables de respirer spontanément, avec deux objectifs. Le premier, apporter un soutien efficace au travail respiratoire du patient, il faut savoir que les patients en détresse respiratoire ont un effort respiratoire en général 4 à 6 fois supérieur à la normale. Ça, c'est le premier objectif. Et bien sûr, le deuxième objectif, c'est d'apporter une oxygénation maximale aux voies respiratoires. Alors, slide. Diapositive suivante. Je ne sais pas, voilà. Donc, il y a ces modes de ventilation peuvent être proposés de deux manières principales. Donc, soit par des dispositifs médicaux qui sont des ventilateurs plus ou moins complexes, qui ont des avantages et des inconvénients. Les premiers avantages, où ils peuvent être aussi dispensés par des dispositifs médicaux qui sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre, qui ne nécessitent pas de machine pour fonctionner et qui sont raisonnablement indiqués pour les objectifs que je viens d'évoquer, les deux objectifs que je viens d'évoquer. Donc, c'est ce qu'on oublie parfois, c'est qu'on se dit, mais la CPAP, elle existe aussi en mode de ventilation sur les ventilateurs. Effectivement, elle est disponible dans ces deux façons de faire. L'avantage du ventilateur, effectivement, c'est d'être équipé d'une électronique intelligente, d'un capteur multiparamètres, de moniteurs nécessitant une alimentation électrique, plus une alimentation gaz médical sous pression. Pareil que pour les dispositifs plus simples que je vais évoquer tout à l'heure, dont fait partie la CPAP de Boussignac. Donc, bien sûr, ça permet de conserver un retour d'information continu sur les paramètres du traitement du patient, de pouvoir surveiller certains paramètres, de fixer une ligne d'alarme, mais il y a un inconvénient à cela. C'est que le contrôle de la machine est très complexe parce que c'est un paramètre des compétences de haut niveau. Monsieur Salim, si vous pouvez couper votre micro, merci. Il y a un problème technique, non? Excusez-moi. Ça va, tu peux continuer. Ah, je peux continuer. Merci. Merci. Donc, effectivement, ces paramètres sont des prescriptions médicales en plus et qui requièrent des compétences élevées, comme je dis, du personnel infirmier et du personnel médical.
elles ne sont pas réparties, bien sûr, de manière égale dans les unités. Et puis, tout simplement, c'est très rare et c'est très difficile d'avoir des respirateurs dans toutes les réanimations. Donc, 2 exemples non exhaustifs de la difficulté de gérer les paramètres. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper les micros parce qu'on entend les autres. Et moi Ok, quelqu'un qui Abdelrahim, vous pouvez couper le micro de Céline Kerrey, s'il vous plaît? C'est pas moi qui ai la main, malheureusement. C'est Hassan. J'ai plus la main pour le faire. Hassan, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper le micro de Céline Kerrey? Je ne sais pas si tu peux le faire, toi, Hassan, à ton niveau. Qui est-ce? Je ne sais pas qui a la main. Merci, Salim. Merci. Voilà, je vais pouvoir continuer. Désolé pour ce petit contretemps. Décidément. Donc, 2 exemples non exhaustifs, je disais, des inconvénients des ventilateurs, il ne faut pas l'oublier parce qu'on pense toujours que c'est la machine, que c'est le nec plus ultra. La première, en mode CPAP, BIPAP, j'entends bien évidemment. Le réglage du niveau de déclenchement de l'aide inspiratoire, parce que vous savez que c'est un réglage, c'est un paramètre qu'il faut régler, qui est spécifique à chaque patient. Donc, le niveau de déclenchement d'aide inspiratoire pour diminuer le travail respiratoire sans provoquer d'autodéclenchement qui peuvent être, on va dire, qui peuvent générer des autodéclenchements qui peuvent être très néfastes pour le patient. Il y a le réglage du cyclage aussi que je viens d'évoquer dans la première slide. Vous avez vu que à l'inspiration et à l'expiration, vous avez des niveaux, on peut régler des niveaux de PEP à l'inspiration et à l'expiration différents. Et ça aussi, ça peut générer des dysfonctionnements. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser des systèmes plus simples qui sont au nombre de 2 ou 3 familles. Donc, la première des familles, c'est les valves Venturi. Donc, vous avez certainement entendu parler, et je suis sûr que vous avez des questions là-dessus, qui présentent un certain nombre d'avantages qu'il ne faut pas négliger, et un certain nombre d'inconvénients aussi. Comment dire, la pression d'entrée de l'oxygène ou de l'air doit être d'environ 45 PSI, c'est-à-dire on est entre 3,5 et 4 bars pour ces systèmes-là Venturi. Et les débits, selon le réglage de la FiO2 et la PEP-CT, sont entre 15 et 48 minutes. Et en plus, les systèmes les plus connus nécessitent, on va dire, 2 entrées d'oxygène différentes avec une prise en charge un peu complexe de réglage entre un débitmètre et un autre. Il faut 2 débitmètres pour régler. On est entre 0 et 20 cm d'eau en termes de pression, comme la plupart des autres systèmes. Voilà. Et la difficulté de ces systèmes à Venturi, c'est qu'il y en a qui sont proposés avec des masques. Et ceux-là, ils ne sont pas prévus pour le Covid parce que les systèmes sont captifs et les circuits sont déjà préintégrés au dispositif. Et on ne peut pas mettre de filtre pour empêcher l'aérosolisation comme c'est le cas sur la Boussinac. C'est pour ça qu'on ne s'est pas orienté sur ce choix. Mais vous me direz, il y a aussi les systèmes avec les hommes, les helmets, les fameux helmets. Mais ceux-là, ils sont aussi très onéreux, par contre, à l'unité. Ils sont captifs aussi, c'est-à-dire qu'ils sont à usage unique. À la différence de la Boussinac, il y a un certain nombre d'accessoires qu'on peut réutiliser moyennant le changement d'un filtre. Voilà pour les Venturi. Alors, il y a aussi l'Optiflow, il en a parlé longuement Gilles Donner. Donc, l'objectif de ce dispositif, bien sûr, c'est d'améliorer l'oxygénation artérielle. Mais comme vous le savez, d'abord, ça nécessite des débits très élevés, du consommable quand même, et un petit appareil qu'on appelle la cocotte qui permet de réchauffer l'air parce qu'à 68 minutes de l'oxygène qu'on envoie à 68 minutes dans le voie aérienne d'un patient, on a vite fait de le sécher. Donc, il faut un dispositif qui nécessite aussi de la maintenance et qui peut avoir des pannes et ne pas fonctionner. Puis, la grosse difficulté, les 2 gros inconvénients de l'Optiflow, c'est les débits, 60 litres par minute. Je veux dire, c'est énorme en termes de consommation d'oxygène. Et puis, bien évidemment, comme l'a dit Gilles Donner, l'aérosolisation. On est sur des pressions un peu plus élevées que la norme pour les dispositifs de cette famille, que sont les Venturi, les CPAP de Boussinac et les canules à haut débit.
on est à une pression qui doit être au-dessus de 4,5 bars pour être efficace. Et on a des PEP entre 4 et 8 cm d'eau. Donc, l'avantage de ce système, c'est une très grande efficacité du côté de l'oxygénation, et les inconvénients, je viens de les citer. Alors, nous passons à la CPAP de Boussignac, donc, dont l'appellation, en fait, l'appellation générique et scientifique, c'est une valve à débit libre. D'accord. L'appellation Boussignac, il faut le savoir, c'est une appellation qui est liée au brevet qui a participé à sa conception, du nom de son inventeur, le docteur Boussignac. Vous avez un tas d'informations que je pourrais vous transmettre qui sont disponibles sur le site de Solid19 sur l'histoire de la Boussignac, l'histoire de Monsieur Boussignac qui est très intéressante. Je vous avoue, si vous avez du temps à consacrer à ça, parfois en soirée, je vous invite à aller les voir. Donc, pour les vannes à débit libre comme les CPAP de Boussignac, en l'occurrence, la technologie embarquée est différente que dans le système Venturi, où c'est l'apport d'air, le débit d'air qui va générer, le débit d'oxygène qui va entraîner un débit d'air conséquent. Là, la technologie embarquée est différente et s'appuie sur la théorie des mécaniques des fluides, utilisée notamment dans la conception des turbines à réaction. C'est la turbulence qui est générée au centre du tube qui va créer en fait une valve virtuelle. C'est toute là son ingéniosité. C'est un système à la fois simple et complexe. Dans un système ouvert qui permet de fournir aux patients des débits disponibles, et c'est ça, on va dire, l'astuce en quelque sorte, des débits disponibles instantanés de l'ordre de 300 litres par minute. Donc, sans aspirer l'air de l'extérieur. C'est une forme de valve virtuelle et c'est le patient qui, à l'inspiration, va générer cet appel d'air et qui va contrôler en fait les débits d'aspiration. Ce qui fait que le patient n'est jamais en appel d'air. C'est ça l'intérêt de la Boussignac. Et en même temps, à l'expiration, cette valve virtuelle qui, en fonction du débit réglé au niveau du débitmètre, va créer une PEP différente qui va s'adapter au patient. On contrôle bien évidemment la saturation du patient à l'aide d'un oxymètre de pouls disponible dans le kit qui vous a été fourni pour ceux qui l'ont reçu et qui permet de vérifier et de régler la PEP au plus juste pour accompagner la remontée de la saturation du patient. Le fait que ce soit un système ouvert aussi avec une seule entrée à l'inspiration et à l'expiration, ce qui n'est pas le cas des Venturi, évite tout risque de barotraumatisme ou de volotraumatisme. Et contrairement au ventilateur en mode CPAP qui contrôle les paramètres des voies aériennes du patient, ce sont les caractéristiques, comme je viens de l'expliquer, physiopathologiques du patient qui utilisent et contrôlent le système au lieu que ce soit le contraire. Et de la manière la plus simple, la plus naturelle qui soit et la plus appropriée. Donc voilà, le seul paramètre est à gérer pour ce système-là, ce qui le rend vraiment intéressant pour les services de réanimation qui ne peuvent pas se permettre, qui n'ont pas assez de respirateurs, c'est qu'il suffit de gérer le débit de gaz ou d'oxygène et le seul paramètre à surveiller est la saturation, moyennant le fait de l'équiper d'un filtre HME. Donc, au début de la pandémie, pour ceux qui l'ont entendu peut-être, il y avait une question qui se posait entre le fait de poser un filtre EPA, qui est un filtre de haute technologie, qui était un peu trop indiqué, on va dire, pour ces techniques-là et pour le virus du Covid surtout, qui était suffisamment arrêté avec un filtre HME. Donc, un filtre HME suffit. Ça coûte moins d'€1, entre 1 et pas plus d'€1 sur le marché. Et donc, on a un filtre par patient, à minima un filtre toutes les 24 heures. Et donc, voilà l'intérêt de la Boussignac. Deuxième intérêt, c'est qu'elle s'adapte à tous les terrains. Le dispositif n'est pas captif. Le seul dispositif à avoir, c'est la valve elle-même. Un masque de VNI, vous pouvez le trouver partout sur le marché. Un filtre HME, vous le trouvez partout sur le marché. Un débitmètre, vous le trouvez partout sur le marché. Donc, et en plus de ça, lorsque la ressource en oxygène n'est pas disponible, comme on a pu l'entendre, et j'ouvre une parenthèse, ça pourrait être l'objet d'un prochain débat, d'un prochain webinaire, les ressources en oxygène, puisqu'on a entendu qu'il y avait des difficultés liées notamment à la logistique de l'apport en oxygène. Et donc, lorsque la ressource en oxygène n'est pas disponible, une panne ou une sous-consommation, un dysfonctionnement des systèmes de distribution d'oxygène à l'hôpital, ce système permet, grâce à un simple compresseur d'air ou à une prise d'air qui est parfois disponible dans les hôpitaux, d'alimenter l'appareil en air, puisque, je vous le rappelle, les deux objectifs, aide au travail respiratoire et oxygénation. Si on ne peut pas obtenir, alors je rappelle, j'ai oublié de le dire, la FiO2 proposée par la CPAP de Boussignac est de l'ordre de 70%, ce qui est quand même énorme par rapport aux autres systèmes concurrents. Et donc, si on n'a pas suffisamment d'oxygène, on peut utiliser éventuellement les fameux concentrateurs qui sont utilisés à domicile. On le branche sur une entrée qui est disponible sur le système, qui sert soit au branchement du manomètre sur le masque
pour ces questions-là techniques, je ne vais pas m'étaler, mais on pourra vous répondre si vous voulez des réponses précises et techniques. Et avec un compresseur d'air, on va pouvoir apporter une moindre fraction d'oxygène, mais par contre, on va pouvoir aider au travail respiratoire. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la CPAP de Boussignac, ce qui a conduit à son choix. Donc, des équipements pour synthétiser non captifs. Oui, j'oubliais de dire, le clou du spectacle au niveau des ventilateurs. C'est vrai qu'entre un ventilateur et une CPAP de Boussignac, eh bien, pour répondre au cahier des charges de prise en charge du patient Covid-19, c'est-à-dire aider au travail respiratoire et oxygéné, ils ont les mêmes performances que les respirateurs. Et je vais conclure là-dessus. Et j'espère vous avoir convaincu. N'hésitez pas à poser vos questions. Ce n'est pas fini. Même après ce webinaire, on pourra encore échanger. Vous allez recevoir beaucoup de ressources techniques, notamment la synthèse de toutes les questions et réponses qui ont été posées durant le webinaire, les présentations en format un peu plus abouti, en tout cas pour la mienne, sachant que les autres sont parfaites. Et donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Je te laisse la parole à Abdelhamid. Merci beaucoup, Abdelrahim, pour cette présentation très explicite concernant la prise en charge du Covid-19 par la CPAP, dont tu as montré en fait la simplicité en fait de l'utilisation versus les grosses machines de respirateurs qu'on voit en face dans ton écran. Si on revient un peu sur les questions débat, il y a beaucoup de questions qui reviennent le plus souvent. Dans la première, comment utiliser, comment pratiquer, voire même comment en fait appliquer cette CPAP de façon pratique, parce qu'il y en a qui ne savent pas l'utiliser, entre le manomètre et le débitmètre. Des questions notamment sur peut-on l'utiliser. S'il vous plaît, Abdelhamid, j'ai fait une synthèse de toutes les questions. Il y en a des médicales, il y en a qui concernent les CPAP. Et moi et Samir Guediri, on peut vous orienter par rapport à ces questions et les orienter chacun sa question. Si vous permettez, bien sûr, docteur Abdelhamid. Bien sûr, Salim. Tfaddal, Salim. Allez-y. Oui. Donc, moi et Samir, on va se partager les questions qu'on va poser. Juste pour vous résumer, il y a eu deux genres de questions. Il y a des questions techniques qui vont parler beaucoup plus sur la CPAP, son utilisation, sa manière, etc. Et il y a des questions médicales. Et donc, je vais commencer et je demande à Samir aussi de me suivre sur ça, sur les questions médicales, qui sont orientés bien sûr à Abdelhamid, docteur de l'honneur, et aussi docteur Tahar. Tous peuvent répondre, chacun il peut nous apporter aux médecins. Donc je remercie tous les médecins qui ont posé ces questions-là. Je commence par une question qui concerne quel est le profil, c'est docteur Riyad Silmani, quel est le profil du patient idéal Covid qui doit bénéficier directement par la CPAP de Bosignac, c'est-à-dire quel est le profil du patient CPAP Bosignac. C'est une question qui est posée de cette manière-là. Je peux aussi poser une deuxième question et comme ça vous aurez deux. Et comment faisons le contrôle, c'est-à-dire quel est l'apport de l'oxymètre ou bien le saturomètre ou bien la gazométrie, quelle est la meilleure manière de contrôler la CPAP de Bosignac? Est-ce que l'oxymètre lui-même seul peut être fiable pour une bonne ventilation avec la CPAP de Bosignac? Donc, il y a deux questions sur ça, en attendant le reste des questions. Bon, merci aux participants d'avoir posé ces questions. Alors, je laisserai le soin au docteur Bétard et professeur Gilles de répondre, et puis j'interviendrai après concernant les deux questions qui ont été posées, notamment quel est en fait le meilleur élément de surveillance. Déjà, en fait, le profil des patients nécessitant de la CPAP, bien sûr, c'est sûr, donc il y aura une panoplie de réponses là-dessus. Et la deuxième question, en fait, quelle est la meilleure surveillance, on peut dire, de l'utilisation de la CPAP? Est-ce que c'est la SAT? Est-ce que c'est la gazométrie? Et donc, je laisserai mes collègues répondre et puis après, j'interviendrai par la suite. Je vous laisse le soin de répondre le professeur Gilles Donneur et par la suite le docteur Bétard. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Alors,
Moi, je dirais il n'y a pas de profil particulier du patient qui va répondre à la CPAP de Bousignac. Il y a les patients qui sont oxygéno-requérants à un moment vont s'améliorer avec la CPAP de Bousignac. Et l'amélioration, alors pour nous, dans l'unité d'oxygéno-requérance, on avait 20 lits où les patients avaient des quantités, des débits d'oxygène variables, des assistances respiratoires non invasives avec la CPAP de Bousignac ou le petit flot. Et clairement, la SAO2 était le monitorage principal qui nous permettait de dire, alors il n'y avait pas que la SAO2, il y avait le mode ventilatoire. Et le mode ventilatoire, c'est entre autres la fréquence respiratoire, l'état neurologique du patient et la manière dont il se comporte en respirant. Voilà, donc on avait ce monitorage tout simple, la SAO2 qui était notée sur des rapports par les infirmières toutes les heures. Elle notait le besoin en oxygène avec le débit nécessaire au maintien d'une SAO2 supérieure à 88 ou 90 en fonction des situations. On ne partait pas vers des saturations très élevées. On était à 90. Ensuite, on a toléré 88 pour les patients jeunes qui n'avaient pas de comorbidité. Il fallait qu'ils aient au moins 88 de saturation. Donc, un débit, une saturation, une fréquence respiratoire. Et c'était comme ça qu'on a géré l'unité d'oxygéno-requérance. Et les collègues qui avaient les médecins, notamment, qui étaient dans l'unité, qui sont passés dans l'unité, ils ont eu des saturations très basses. Hein. Et malgré ça, il y avait une certaine tolérance de ça. La fréquence respiratoire était élevée. Voilà, on a réussi à les monitorer comme ça, simplement. Merci beaucoup. Monsieur Bétard. Oui, c'est une expérience, c'est une question pertinente et je remercie celui qui a posé parce que je sens, lui, c'est plus pratique que théorique. Et c'était la question qu'on a défendue dès le départ de notre travail, de la pratique de la CPAP. Et c'est pour ça qu'on a dit toujours, il faut toujours commencer, ne pas hésiter à commencer votre CPAP bien en avance. Ça veut dire une fois votre malade est atteint d'une détresse respiratoire, ça veut dire dans les SpO2 et moins, comme il a dit notre professeur Gilles Donner, mieux commencer tôt, vous allez avoir un résultat qui est très, très satisfaisant. Il ne faut pas laisser le malade épuisé. Tu as une SpO2 qui a moins de 90, il vaut mieux commencer votre CPAP. D'après la petite expérience qu'on a pu partager, donc vaut mieux commencer trop tôt. Placez votre CPAP une fois que vous avez une atteinte respiratoire avec une élévation de la fréquence respiratoire, plus une SpO2 à 90 limite. Vous allez placer votre CPAP et vous allez avoir une très, très bonne amélioration. Comme il a dit notre professeur, donc les critères, c'est vrai que si vous avez une gaz du sang pour un peu avoir une efficacité, mais vraiment, c'était la fréquence respiratoire et la saturation en oxygène. Avec un oxymètre de pouls, une saturation et un malade qui a été atteint, vous commencez trop tôt et vous allez avoir un très, très, très meilleur résultat. Merci beaucoup. Alors, je voulais juste rajouter 2 commentaires sur ces questions. Dans la première, le but de la CPAP, c'est vraiment d'éviter, en fait, comme il a dit dans la présentation Abdelrahim, l'intubation qui est un geste invasif. Deuxième élément que j'aimerais bien insister sur la surveillance aussi clinique aussi, qu'il ne faut pas oublier. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, on intubait des patients qui sont rentrés en réanimation, qu'ils avaient en fait, entre guillemets, qui croisaient les jambes et qui nous disaient, est-ce que je peux envoyer en fait un SMS à ma famille? On était parti au début d'intuber tout le monde précocement avec le médecin le plus expérimenté pour qu'il ne reçoive pas de charge d'aérolisation des particules virales. Et finalement, que maintenant, les choses ont changé. Moi, ce que je préconise en fait pour la surveillance, c'est qu'avant tout clinique, le patient qui a une fréquence à 20 et qui tolère bien la CPAP et qui n'est pas claustrophobe, malgré qu'il y en a qui ne supportent pas, et qui sait qu'avec ça, il va s'améliorer, je pense qu'on peut aller un peu plus loin dans la surveillance. C'est ce qu'on fait, moi, dans mon service. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un score de ROX. On divise ce qu'on appelle l'SPO2 sur l'FiO2, bien sûr, à 0,60 ou 0,50, voilà. Et le rapport, on divise la fréquence respiratoire. Si le score de ROX, il est entre 4 et 12, on peut dire que l'oxygénation à haut débit de style la CPAP est efficace. Et dans ce cas, on peut dire qu'on est en train d'intubation. Voilà.
Après, ça reste clinique. Il y en a qui ont les moyens pour surveiller, par exemple, la gazométrie. Il y en a l'SPO2. D'autres, surtout, j'insiste sur la clinique, qui est quand même un élément très, très important. Le patient ne suffit pas. Alors, il faut peut-être bien savoir aussi que le patient qui a la CPAP, il ne faut pas aussi tarder si le malade est pris ou si elle est intubée. On est d'accord que c'est une belle alternative d'une ventilation non invasive, mais si vraiment vous voyez que votre patient est en train de, ce qu'on appelle de s'épuiser malgré l'effort que vous avez fait avec la CPAP, passez malheureusement à l'intubation invasive. Voilà un peu les réponses. Si je peux pas me permettre, je vous laisse Salim, notre panéliste, de continuer les questions. Merci beaucoup pour les questions. Si Samir il a des questions, moi j'en ai d'autres qui sont dans le même groupe. Samir, Oui, si Salim, vous avez il y a une question qui a été posée par notre consoeur, Dr Wagani, c'est un pneumologue, pour l'utilisation de la CPAP de Boussignac à domicile. Est-ce qu'on peut utiliser la CPAP de Boussignac à domicile avec un extracteur d'oxygène? Il y a la deuxième question qui est un peu pratique. Est-ce qu'on commence, c'est-à-dire devant un malade Covid en détresse respiratoire, est-ce qu'on commence avec une pression basse de PEP, et après on fait la titration et on augmente progressivement, et quand est-ce qu'on, c'est-à-dire on commence par une pression haute et après on fait la diminution? Quelles sont, c'est-à-dire Merci beaucoup pour ces questions. Docteur Abdelhamid, juste pour qu'on soit efficace, dans le même contexte de la première question de Dr Samir Guediri, l'utilisation de la CPAP à domicile, est-ce que on peut l'utiliser avec des extracteurs d'oxygène? Il y a une question qui se pose, puisque c'est le même genre de question pour ne pas se répéter, à quel débit minimal d'oxygène on peut utiliser la CPAP de Bosignac? Donc ça aussi, c'est une question qui a été posée, je crois que c'est le même contexte. Et il y a aussi dans le risque de contamination, en utilisant la CPAP de Bosignac à domicile, est-ce qu'il y a un risque pour les personnes qui sont à domicile? Donc, c'est dans le même contexte que la première question. Merci beaucoup. Si tu me permets, Oui. juste avant que tu donnes la parole à nos orateurs pour qu'ils puissent répondre, je rappelle à toutes fins utiles qu'il y a un certain nombre de réponses à vos questions liées à l'utilisation proprement de la CPAP de Boussignac qui sont collées sur la face inférieure de la valise. Il y a une procédure d'utilisation avec un certain nombre de modes d'emploi. Mais évidemment, on conçoit bien que ce n'est pas suffisant forcément, puisque nos orateurs vont compléter un peu ces éléments. Merci beaucoup, Abdelrahim. Donc, voilà les questions. Peut-on utiliser la CPAP à domicile juste avec l'extracteur d'oxygène? Je pense que c'est un peu compliqué. Je vous laisserai en fait notre frère Gilles d'honneur de répondre et monsieur Bétard. Et la deuxième question, à quel débit peut-on commencer pour avoir l'effet PEP quand on commence justement à brancher le manomètre de l'oxygène à la bouteille d'oxygène? Donc, voilà un peu les deux questions qui reviennent souvent sur l'utilisation de la CPAP à domicile. Et bien sûr, le débit. Est-ce qu'il faut commencer avec un haut débit ou est-ce qu'il faut commencer petit débit pour avoir un effet PEP? Effectivement, il y a une partie de la réponse qui est déjà en fait dans le kit, mais ça serait bien d'enrichir aussi par votre intervention, cher professeur et cher ami Bétard. À vous la réponse. Alors, peut-être je peux laisser répondre notre collègue ou alors je commence à répondre. C'est comme vous voulez. Eh ben, on va peut-être alterner. Donc, on va laisser commencer lui. Voilà. Chacun, en fait, commence. Eh ben, pas de problème, parce que c'est des questions, je sais, c'est des questions plus pratiques et je connais un peu. Parce qu'une fois on a eu la CPAP chez nous, c'était ça le but, c'est de généraliser l'utilisation. Ce n'est pas que uniquement dans les services de réanimation. On voulait un peu faire l'extension de la CPAP. On voulait la faire dans les services d'infectieux, dans les autres services de pneumophysiologie, et on voulait généraliser un peu la pratique. Même les médecins généralistes pouvaient la pratiquer. La question qui se posait, et ça c'est plus technique, et j'ai posé toujours la question à nos amis biomédicales. Donc, on sait que le débitmètre de notre CPAP, il est à 30 litres. Et malheureusement, donc, si vous avez, je ne sais pas, à domicile, soit on a des bouteilles d'oxygène, soit on a des extracteurs d'oxygène qui sont chez nous à 5 litres et à 10 litres. Alors que, sachant que la CPAP, elle a besoin d'une consommation
un peu très élevé et on a remarqué que la consommation d'oxygène, et lorsque j'ai utilisé la CPAP dans mon unité, donc je voyais que à chaque fois j'appelais l'ingénieur pour lui dire il y a une diminution et c'est lui qui a commencé. Il m'a posé la question pourquoi cette fois-ci vous avez plus de demandes sur l'oxygène. Je lui répondais parce qu'on utilisait les barboteurs ou le dibimètre qui consomment aussi. Ça, c'est la première question. Donc, la pratique de la CPAP à domicile, c'est très, très, très faisable, mais vraiment, il faut avoir une bouteille d'oxygène, je ne sais pas, toutes les 3 heures peut-être. Ça dépend de la taille. Et je laisse les soins à nos amis biomédicaux. Pour la pression souhaitée, donc, comme il a dit notre ami, il y a toute une courbe à utiliser. Vous pouvez l'avoir dans la valise et vous allez, chaque pression, chaque débit d'oxygène, vous avez une pression et à force de l'utiliser, vous allez avoir, par exemple, à 15 litres, vous avez une PEP entre 4 et 5 et si vous augmentez, le niveau idéal souhaité, c'est 10. Et ça dépend de la tolérance et ça dépend du niveau de SpO2 de votre malade et le niveau aussi d'atteinte. Ok, merci beaucoup. À vous, professeur Gilles. Alors, moi, je n'ai pas d'expérience en France de la CPAP Bousignac à domicile. Donc, je ne sais pas. Alors, j'imagine que c'est possible. C'est tout ce que je peux dire. J'imagine que c'est possible. Et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible de l'utiliser à domicile. Alors, non, je ne sais pas. Je n'ai pas cette expérience. Je crois que ça doit être possible avec un extracteur, avec un débit. On doit pouvoir faire l'utilisation de la CPAP. Après, concernant l'effet du débit sur la pression, il est effectivement dans des abacles. Ça, c'est indiscutable. Ça a été fait avec plusieurs systèmes et j'ai participé à l'élaboration de ces abacles. On s'est mis dans une situation où on occluait la CPAP, où on aspirait dans la CPAP pour voir ce que donnaient différents débits sur les pressions générées. Alors, il faut garder en tête quand même que la CPAP de Bousignac, ce n'est pas une pression continue. Il y a de la pression dans les voies aériennes qui est différente à l'inspiration d'expiration. Autant c'est assez facile de simuler ce qui se passe en expiration, c'est une sorte de frein expiratoire qui est lié à la valve virtuelle, et donc elle génère une PEP. Par contre, pour ce qui se passe en inspiration, ça dépend des besoins du patient. Et on s'est aperçu en travaillant avec la mise au point de cette CPAP avec Georges Bousignac, il y a des patients qui ont tellement de drive inspiratoire qui sont capables de négativer la pression lors de l'inspiration et donc de prendre de l'air à côté. C'est exceptionnel, mais prendre de l'air en dehors de la machine, puisque c'est un système ouvert, et donc d'appauvrir leur FiO2. Donc moi, je crois que pour l'expiration, c'est assez facile. Ce sont les abacles. Et pour l'inspiration, ça dépend de l'état clinique du patient. D'ailleurs, vous parliez de monitorage clinique. C'est très simple de voir les patients qui sont contents d'avoir la CPAP parce que l'aide inspiratoire qui est fournie dans le masque par la pression générée par la CPAP, elle facilite la vie des patients et ils s'améliorent. On les voit qu'ils s'améliorent parce qu'ils tirent moins. Donc, le monitorage clinique, c'est essentiel pour l'inspiration. L'expiration, les abacles, c'est la pression qui est fournie. Et avec ça, on peut utiliser cette fameuse CPAP. Je répète que dans le site Solid 19, je ne sais pas si vous connaissez ce site, on l'a monté avec Aderheim, un site, Solid 19, il y a toutes on a préparé de la documentation pour le montage et pour l'utilisation de la CPAP de Bousignac. Chez quelqu'un qui a la CPAP de Bousignac, elle a un avantage du fait qu'elle soit ouverte, qu'elle tolère des très hauts débits inspiratoires, des pics flow inspiratoires très élevés. On a mis des machines, des aspirateurs derrière la CPAP avec des débits inspiratoires qui étaient variables entre moins 50, moins 60, moins 70, moins 120 litres par minute. Et on regardait, en fonction du débit d'oxygène qu'on mettait dans le masque, est-ce que la pression était stable. Et on s'est aperçu que cette machine, qui est un peu particulière, elle permettait d'avoir des débits stables, des pressions stables dans le masque, même si on aspirait à très fort débit. Donc, c'est un avantage de cet outil-là, c'est de dire on ne peut pas contrôler strictement ce qui se passe à l'inspiration. Il y a de l'aide inspiratoire. Par contre, en expiration, on peut contrôler. Et on titre, c'est ce qu'on a fait nous, mais c'est ce que tout le monde fait, on titre d'abord par et c'est marqué dans le site Solid 19, la procédure qu'on utilise nous, on administre des assistances inspiratoires procurées par des débits d'abord faibles, puis augmentants,
pour titrer les besoins du patient en oxygène et en pression inspiratoire et expiratoire. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, du coup, si je résume, c'est que la CPAP à domicile, c'est très compliqué parce qu'il faut du matériel, notamment de l'oxygène. Et c'est une question, en fait, qui est posée par les gens qui pensent que des fois, en fait, un de leur famille ne peut pas l'amener à l'hôpital parce que l'hôpital est saturé, il ne peut pas recevoir, malheureusement, des malades Covid et préfère le soigner à domicile. Et du coup, c'est la question qui était justement dans ce sens a été posée. C'est très compliqué parce qu'il faut de l'oxygène. L'extracteur en soi ne suffit pas pour générer un débit très important pour l'action de l'effet PEP. Et la question, en fait, la deuxième, la réponse concernant effectivement la titration de la pression. En même temps, pour préparer le patient, est-ce qu'il accepte cette pression positive qu'il va la recevoir en plein visage et qu'il faut qu'il la tolère pour que ça marche bien. Alors, effectivement, la titration elle est très bien. Il y en a qui commencent à haut débit, d'autres faible débit. Mais effectivement, les recommandations, c'est d'aller en douceur et de voir la tolérance déjà en fait du patient de la CPAP parce qu'il y en a qui tolèrent très très bien et d'autres pas. Merci beaucoup pour ces réponses. On revient encore aux panélistes. Si vous avez des questions, Oui, à nous oui, il y poser en a plein. Hein. Il y en a plein de questions. Apparemment, il y a un enthousiasme. Pardon, Salim, Oui. si je peux me permettre. Donc, le temps passe. On a débordé de pratiquement une demi-heure. Moi, je me sens très bien. Je pourrais continuer encore des heures, personnellement. Mais j'aimerais peut-être… en retard. Je pense qu'on arrêtera à 21h15. On clôturera en fait le webinaire. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, bien sûr. Il y en a auxquelles on peut répondre par écrit. C'est ce que je voulais dire. Et c'est les conférenciers peuvent s'y mettre. Hein. Vous cliquez sur le petit QNR. J'ai sélectionné les plus pertinentes, Abdelrahim. Hein. Allez, vas-y. Je m'adresse aux conférenciers pour leur dire qu'ils ont la possibilité de répondre aussi par écrit. C'est ce que j'ai fait. J'ai répondu à quelques-unes. Voilà. Je laisse la parole. Abdelrahim, j'ai sélectionné les plus pertinentes. Je vais sélectionner seulement 2 pour le médical. Et après, je poserai des questions à vous, malgré que vous avez déjà répondu. Mais il y a, pour que tout le monde profite, parce que la CPAP est très importante sur le plan de désinfection, etc. Il y en a plein de questions comme ça et j'ai sélectionné quelques-unes. Pour aller vite, une question qui se répète 2 fois. Quel est le rythme d'utilisation de la CPAP de Bossignac chez les malades? Et aussi, la place du décubitus ventral et dorsal et comment on peut faire ça. C'est une question qui se répète aussi. Et troisièmement, le niveau max de PEP à utiliser pour ces CPAP. J'ai résumé toutes les questions médicales. Les prochaines seront à toi, Abdelrahim. D'accord. Et bien voilà, donc je repose donc les mêmes questions à nos interlocuteurs. Donc cette fois-ci, c'est le professeur Gilles qui va commencer. La première des questions, c'est bien sûr la fréquence de l'utilisation de la CPAP. Est-ce qu'il faut l'utiliser en permanence ou pas, ou est-ce qu'il faut alterner avec l'oxygène? Donc, je laisserai répondre. Et la deuxième question, c'était la première, c'était le décubitus ventral et dorsal en utilisation de la CPAP. Je vous laisserai répondre. Et puis, j'ai un mot derrière, à dire par la suite. Et la troisième question? Le PEP, pardon. Le niveau max du PEP à atteindre. Le niveau max de PEP. Oui. OK. Voilà. Allez-y, monsieur le professeur. Alors, moi, je vais répondre parce qu'on a été un peu des pionniers dans l'exploration des modes ventilatoires au cours du sommeil chez les patients qui n'étaient pas intubés, puisqu'on a décidé de ne pas les intuber. Et c'est l'avantage de la CPAP de Bossignac, franchement. Elle est légère, elle pèse 30 grammes, on la met sur un masque, on met un filtre et on règle quasiment tous les problèmes ventilatoires en mettant une pression. Et donc, on a vu que les patients étaient capables, effectivement, d'avoir la CPAP, de s'allonger, de dormir en DV. On les mettait en DV avec un oreiller rond sous les aisselles et ils dormaient latéralement, comme vous avez vu sur le film. Et on a mis dans notre unité de CPAP d'oxygénodépendance une sorte de dortoir. Les malades alternés, position latérale, décubitus ventral, position assise, fauteuil. Ça n'a pas été là en permanence. On a fait comme sûrement vous, on a alterné l'oxygène aux lunettes quand les patients en avaient marre. Quand la pression expiratoire est trop importante, les patients disaient voilà, j'ai du mal à pousser. Et donc, on s'est adapté à la clinique et c'est vraiment la leçon de ça. On a quelque chose, on a une machine qui est toute simple, qui est efficace.
qui permet d'aérer les poumons dans toutes les positions, qui n'est pas lourde sur la tête des patients et qui permet avec un réglage simple, la pression, de voir ce que fait le patient, de voir s'il tolère, s'il ne tolère pas, d'alterner avec l'oxygène nasal avec des lunettes et d'alterner avec l'Optiflow. Donc, on avait vraiment l'Optiflow à faible débit. Il n'y a pas de pression maximale. Nous, on s'est fixé un objectif de saturation supérieur à 90 initialement. Et quand on avait au milieu de l'épidémie, c'était plutôt 88. On titrait la pression sur 88 de saturation. Le contrôle était fait toutes les heures par les infirmières. On avait un monitorage clinique qui était continu avec un répétiteur d'écran dans les soins intensifs. Donc, voilà ce qu'on a fait. Et c'est vraiment très simple. Ok, merci beaucoup. Bétard, un mot à rajouter sur ces questions? Il y a une question, oui. Bétard, est-ce qu'il peut répondre ou pas? Bon, on passe à d'autres questions biomède alors. Juste pour revenir un petit peu sur la CPAP en soi, sur la durée, alors on peut alterner avec l'oxygène aussi parce que je vous rappelle que la CPAP, si vous la laissez plusieurs heures en fait sur le visage, il y a quand même des risques, notamment en fait ce qu'on appelle les nécroses ou les escarres en fait, les escarres nasaux, tout ça. Donc attention, donc il faut mettre une protection aussi pour ceux qui l'utilisent tous les jours. Mais sinon en fait, si le malade sature bien avec un objectif de saturation entre 88 et 92 comme objectif, dans ce cas, en fait, on passera justement à l'oxygène pour alterner, pour que le patient respire un peu. Et n'oubliez pas de lui mettre un masque chirurgical aussi pour qu'il respire pas, en fait, qu'il n'entraîne pas de l'aérolisation des particules virales dans la chambre où il est actuellement. Voilà un peu comme de réponse par rapport à la question qui a été posée. Salim, à vous des questions sur les biomèdes. Il y a une question. Juste un petit mot. Samir, peut-être Samir, il peut me poser des questions aussi. Il y a une question sur la limite de la CPAP et à quel moment on passe à la VNI, ventilation non invasive. C'est-à-dire quels sont les critères d'échec de la CPAP. Et au terme de cette question, est-ce qu'on peut phénotyper nos malades, c'est-à-dire des patients résistants à la CPAP de Bousignac, des patients qui répondent bien à la CPAP et des patients qui répondent peut-être avec une réponse intermédiaire. C'est-à-dire ça répond au début, puis on arrive à l'échec. Est-ce qu'il y a des critères pour chaque population, pour chaque groupe de patients? D'accord. Ben, je m'adresse la question en fait à M. Bétard. Donc la question, est-ce qu'il y a des patients répondeurs et pas répondeurs de la CPAP? Donc, voilà. D'accord. D'après notre petite expérience qui date de 5 mois, on a eu échec à la CPAP aussi. Hein. Il faut critiquer aussi ce qui est critiquable. Donc, c'est pour ça. Je voulais même partager avec notre ami Gilles Donner concernant la CPAP. Elle a ses limites, surtout l'atteinte neurologique. Quand tu as une détresse respiratoire sans atteinte neurologique, avec un score, on va dire, de Glasgow qui est bien, ça veut dire que c'est un malade qui est coopérant, qui peut se permettre une position latérale, couchée, assise, vous avez une excellente réponse. Et je redis, vous placez votre CPAP trop tôt, vous allez avoir une très, très bonne évolution. Trop tard, vous allez avoir votre malade qui va s'épuiser, il commence à avoir une petite relâchement musculaire, altération de l'état de conscience et vous allez avoir qu'il ne se laisse plus ventiler et on va dire que l'échec et la gazométrie qui va commencer à s'élever et la SpO2, et tu vas avoir une altération de l'état de conscience et vous êtes obligé de passer à l'intubation. Malheureusement, l'intubation, vraiment, on aura peu de succès, hein, d'après notre petite expérience. OK. On associe le score neurologique au score respiratoire. En fait, si on peut revenir sur en fait sur les réponses, c'est en fait les contre-indications sont les mêmes contre-indications de la VNI, c'est-à-dire un malade qui est dans le coma, on ne peut pas lui faire de CPAP parce qu'il ne participe pas. Donc, il faut qu'il y ait en fait un effort de sa part pour que l'inspiration se déclenche et l'effet PEP arrive par la suite. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, qui n'est pas coopérant, qui est agité, quelqu'un qui est dément, quelqu'un qui ne connaît pas ce que ça veut dire cette machine, effectivement, et qui ne participe pas aux soins, forcément, ça peut altérer et entraîner l'échec de cette machine, de cette CPAP. Voilà. Si vous voulez, j'ajoute quelque chose sur la continuité de la CPAP. D'après notre petite expérience,
on a remarqué, ça ne sert à rien de la faire en continu parce que le malade, une fois il a une SpO2 qui est satisfaisante, il commence à réclamer à boire, à manger, et il vaut mieux la séparer, laisser le temps à une petite oxygénothérapie avec une sonde de double lunette, par exemple, lui donner à boire et à manger. Après, il va te réclamer lui-même, il va te dire, je me sens un peu gêné. Donc, il vaut mieux la mettre en intermittente. Ok. Bah justement, c'est la réponse, c'est que la CPAP ne peut pas être en permanence. Il faut toujours alterner avec l'oxygénothérapie, effectivement, mais avec un masque de protection pour ne pas diffuser les particules virales. Salim, ça vous l'honneur pour les questions. Il nous reste 6 minutes. 6 10 minutes, ça va. Puisque j'en ai deux questions pour Abdelrahim. Vu le manque de cette CPAP en Algérie, est-ce qu'il y a par docteur Touria et docteur Mouriba, pardon, je m'excuse d'avoir coché le nom. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser la même CPAP pour deux malades, c'est-à-dire après la première utilisation, l'utilisation de la même? Et s'il y a cette possibilité-là, quelle est la manière de la désinfecter la plus possible? Bon, Abdelrahim. Bon, c'est une question torture. J'ai répondu par écrit parce que j'espérais ne pas avoir à répondre à l'oral. Bon, alors, première des choses. Moi, je fais exprès. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la position du fabricant. Le fabricant ne préconise pas la réutilisation. Elle est vendue par le fabricant pour un usage unique, pour un usage à patient unique. Maintenant, dans la mesure où, dans son utilisation dans le cadre du patient Covid, elle est positionnée après le filtre HME qui est censé protéger les contaminations croisées, on pourrait éventuellement tolérer. Je ne dis pas qu'il faut le faire, encore une fois. Je ne me substituerai jamais éventuellement aux fabricants là-dessus. Mais effectivement, alors la seule chose, parce qu'on sait très bien, on ne va pas se le cacher, on sait très bien que dans beaucoup de services, et je veux dire dans les pays du Sud, au Maghreb, en Afrique, ils réutilisent, essayez d'éviter de la tremper. Pourquoi ? Parce que le dispositif dispose de microcapillaires à l'intérieur, et si vous la trempez au bout de 1 ou 2 fois, vous risquez de boucher ces microcapillaires. La Bousignac ne fait plus son effet, n'a plus sa performance et n'a plus son dispositif moteur pour fonctionner, et vous ne vous en rendez pas compte. Alors, la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est d'avoir un manomètre donc, et de mesurer. Normalement, on a un document effectivement qui est sur le site Solid 19, mais aussi sur le site Algérien Solidaire, qui décrit le fonctionnement de la CPAP avec une proportionnalité. Il faut savoir que la PEP est proportionnelle au débit. C'est le principe de la CPAP de Bousignac, la PEP qu'on applique. Et donc, vous faites une mesure sur la valve à 9 et au fur et à mesure de son réutilisation, vous vérifiez bien qu'avec les mêmes débits, vous avez les mêmes PEP. Et ça vous garantira la longévité, le maintien de la performance du dispositif. Merci beaucoup, Abdelrahim, pour cette réponse. Je Il y a reviens une question médicale. Il y a une question médicale qui parle de augmentation de la charge virale d'un malade proche d'un malade sous Bossignac et qui est en phase de rémission ou bien qui n'est pas encore. Si on a 2 malades dans la même chambre et un qui est sous Bossignac ou proche du Bossignac, est-ce qu'il y a un risque d'augmentation de la charge virale chez le premier? Bon, cher Gilles, professeur Gilles, vous pouvez répondre à cette question-là sur la charge virale d'un malade qui est déjà… Le son, Gilles. Remets le son, Gilles, on ne t'entend pas. Le son. Excusez-moi, j'avais coupé le son. Et non, mais peut-être qu'Abdelrahim il pourrait répondre. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment que la CPAP est placée au-dessus d'un masque, d'un filtre, et pas, il n'y a plus de risque. C'est-à-dire que le filtre EPA bloque tout risque de transmission, donc il n'y a pas de risque d'aérosolisation. Le risque d'aérosolisation, c'est si on fait un peu de petit flot à côté. Aérosolisation, si le patient tousse et qu'il n'a pas de masque. Aérosolisation, s'il a des lunettes qui ne sont pas mises par-dessus un masque. Oui, il y a l'aérosolisation, mais sinon, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de risque avec la CPAP de Bousignac. Et c'est l'intérêt de la CPAP de Bousignac. Il y a le masque, la CPAP et le filtre. Donc, tout ça, c'est proposé dans Solid 19 aussi, le montage. Et sur la procédure d'utilisation qui est sur la face inférieure de la valise. Je l'oublie, elle est très, très détaillée. Je vous invite à la regarder. Peut-être que pas tout le monde a pris
a pris conscience qu'il y avait ce mode d'emploi sur la face arrière de la valise. Si jamais il n'y avait pas de filtre, là, il y a un vrai risque de transmission croisée. Il y a un vrai risque de transmission croisée. Parce que 30 litres d'oxygène dans le pharynx, quelque part, ils vont dans le poumon, dans l'oropharynx, et il y a une partie qui ressort. Et les 30 litres, ils ressortent, sinon le malade, il explose. Donc, les 30 litres sortent, comme c'est complètement ouvert, on fait de l'aérosolisation. C'est comme avec le cliflone. Docteur Delon, je vais un petit peu encore pousser dans cette question, c'est-à-dire en dehors de la CPAP de Bossignac, deux malades qui se retrouvent dans la même chambre, parce qu'ici en Algérie, on met deux malades dans la même chambre. Il y a le départ d'un ancien malade, il y a la venue d'un nouveau malade. Le nouveau malade, j'imagine qu'il a une charge virale qui est plus importante que l'ancien qui est dans la chambre, donc il y a un risque de réinfection du premier ou bien d'augmenter la charge virale du premier. Est-ce que c'est en dehors de la CPAP là? Oui, alors moi, je vais vous dire, l'Institut Curie, les centres anticancéreux Institut Curie de Paris ont des chambres doubles. Et au début, n'étant pas trop au courant à la phase initiale de la pandémie qui se déversait sur Paris, on a fait de la transmission nosocomiale. C'est indiscutable. On a co-infecté des patients qui étaient dans une chambre double. Donc, on a changé la structure de l'hôpital pour faire que des chambres uniques. On a réduit le nombre de malades admissibles pour faire des chambres uniques et justement pour pas que le risque dont vous parlez survienne. C'est indiscutable. Et nous avons créé de l'infection nosocomiale, de la transmission entre patients. Ok, merci. Alors, on arrive à terme. Abdelhamid, avant de clôturer. Je partage une petite expérience, si vous voulez bien. Avant de clôturer. Concernant nous, en Algérie, chez moi, on mettait 4 malades par chambre. Et je vais vous dire, ce Covid ou cette Covid n'a pas dévoilé tout son visage. On ne sait même pas comment il réagit. J'avais une malade qui allait sortir et une nouvelle admission que j'ai mis sous CPAP. Et la malade, la deuxième, n'a pas été contaminée d'après sa PCR parce qu'on faisait un PCR de contrôle et pour la faire sortir, il y avait une deuxième PCR et la malade, elle est revenue toujours négative malgré qu'elle a séjourné 48 heures avec une malade, une nouvelle admission pendant 48 heures sous CPAP. Vous aviez des filtres? Oui, bien sûr. Non, on a commencé. C'est pour ça que je rejoins votre idée, Monsieur Gilbert. C'est que c'est vrai, le filtre, vraiment, il a défendu la technique, il a défendu vraiment la CPAP. Merci beaucoup pour cette réponse. Oui. Avant de clôturer, j'aimerais partager quelque chose qui est très important et qui est commun à tous les bénéficiaires de la valise. Il peut y avoir un petit défaut dans la constitution du kit et j'aimerais le présenter là en 30 secondes et expliquer un peu le travail qui a été fait par l'ingénierie biomédicale à Tlemcen pour le résoudre, si tu veux bien. Hein. Donc, c'est une petite vidéo qui a été faite par le docteur Bettahar que je voudrais partager avec les participants qui pourrait poser des problèmes dans l'utilisation de la CPAP, mais qu'on a réglé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est quelque chose, c'est une vidéo. Alors, le son ne marche pas très bien, donc je vais partager maintenant le document. Je vais couper le son et je vais commenter parce que le son ne fonctionne pas. Alors, c'est parti. Est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. Parfait. Donc là, on voit le docteur Bettahar qui décline l'ensemble des composants. Ça, c'est le débitmètre, d'accord? Débitmètre 0,38 qui est dans la valise. Ça, c'est la valve de Bossignac. Et ça, c'est le filtre. Voilà. Il y a un petit problème. Dans certaines valises, il y a ce modèle de filtre qui a été fourni, pour lequel le raccord et le filtre sont pré-encollés. C'est une référence qui est vendue chez Vigon, qu'on a acheté chez Vigon Algérie d'ailleurs. C'est le seul article qu'on a acheté chez Vigon Algérie. Et donc, il est pré-encollé. Et regardez, la difficulté, c'est simplement l'adaptation des diamètres. Donc, avec ce modèle-là, si vous l'avez dans votre valise, c'est exactement la même référence que certains autres. Il y en a pour lesquels ce n'est pas encollé et il y en a pour lesquels c'est encollé. Vous voyez, pourtant, il a de la force, Dr Bettahar. On le voit dans ses mains. Et pourtant, il n'arrive pas à trouver l'adaptation possible. Alors, face à cette difficulté, sachez que deux solutions ont été apportées. La première, c'est que vous allez tous recevoir, tous les bénéficiaires de valises, d'autres filtres, une dizaine de filtres par valise environ, avec des raccords qui conviennent bien. Pour ce qui est de ces raccords-là, je laisse la parole tout de suite à notre ami Selim Kalaï, référent biomédical Algérie, qui va nous expliquer la solution qu'il a trouvée pour remédier à ce problème-là. Donc, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Très bien. Alors, pour la
solution, on a utilisé l'impression 3D. Donc, on a imprimé des raccords 15-22. Et c'est pour cela qu'on a pu raccorder la valve avec le filtre via le raccord. Et puis par la suite, on place directement le filtre vers le masque. Donc par la suite, je vais mettre, pour les autres wilayas, je vais mettre le lien téléchargeable du dispositif valve pour ceux qui ont de l'impression 3D. Alors, pour ceux qui n'ont pas cette impression 3D, on va essayer d'imprimer chez nous à l'université de Tlemcen une bonne quantité que nous allons, c'est-à-dire distribuer à l'ensemble des wilayas. Voilà la solution que nous avons adoptée. Merci Abdel. Merci beaucoup, Salim, pour cette intervention et pour ce que vous avez fait dans ce projet. À toi, Abdelhamid. Merci beaucoup, merci à tous de ce webinaire qui était vraiment très bénéfique sur tous les plans. Je remercie le professeur Gilles Donner, le docteur Bétard et notre ami ingénieur Abdelrahim Menagouk ainsi que le Salim Kray. Je remercie également en fait nos collègues qui étaient en fait les panélistes, notamment Samir et Salim, qui ont assuré. J'oublie pas bien sûr l'association Covid-19 Solidarité Algérie et surtout Jamaït l'Ulama al-Muslimin en Algérie qui a joué un rôle très très important pour l'acheminement de ces valises de CIPAP. Nous restons toujours à votre disposition. Nous souhaitons en fait garder encore plus le contact pour d'autres justement initiatives concernant des prises en charge ultérieurement concernant le Covid. Et bien sûr, je vous dirai en fait à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous permettez, je laisserai un dernier mot à notre concepteur de tout de ce webinaire, c'est Abdelrahim. Si tu peux terminer et clôturer en fait derrière ma parole, je te l'offre en fait pour finaliser et clôturer en fait ce débat. Et je vous remercie beaucoup et je vous dirai à bientôt, Inch'Allah. Et c'était un grand plaisir d'animer ce genre de webinaire par rapport justement au sujet d'actualité qui est le Covid-19 et la prise en charge de la ventilation non invasive. À toi l'honneur, Abdelrahim. Merci beaucoup, Abdelhamid. Tu as mené tout cela d'une main de maître et on n'en doutait pas et on ne regrette pas du tout. Je voulais remercier bien sûr aussi tous les intervenants qui ont pris de leur temps, qui ont dépassé de leur temps, du temps qu'ils avaient prévu pour nous supporter dans cette action. Je remercie bien évidemment avant tout tous les participants qui sont encore assez nombreux, encore présents, qui sont restés ici jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci d'être là avec nous. Il aurait fallu par courtoisie qu'on puisse tous vous présenter les uns après les autres, mais comme vous le savez, on n'aurait pas assez du temps du webinaire pour le faire. Donc, merci à tous. Restez encore mobilisés. Vous allez recevoir, grâce aux adresses mail avec lesquelles vous êtes inscrites, un certain nombre de supports techniques, médicaux et d'apports liés à ce webinaire, et notamment les questions et les réponses écrites qui vont être apportées pour celles auxquelles on n'a pas pu répondre pendant le webinaire. On va le faire a posteriori. Chaque interlocuteur concerné va répondre et vous recevrez le fichier avec vos questions et les réponses des interlocuteurs, ainsi que l'enregistrement du webinaire, l'ensemble des présentations et en bonus, un certain nombre de documents techniques qui vous permettront de mieux comprendre l'utilisation, et c'était le but de ce webinaire, de la CIPAP de Boussignac. Merci à tous, vous avez été parfaits et j'espère qu'on va toujours faire mieux et on espère qu'il y aura d'autres webinaires. Nous sommes en train d'y réfléchir, vous serez tenus informés comme vous l'avez été pour celui-là. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon appétit et merci de nous avoir supportés jusqu'à maintenant. Et je terminerai par Saha Aïdkoum tous, Inch'Allah. Aïdkoum Mubarak. Aïdkoum Mubarak. Aïdkoum Mubarak. Saha Aïdkoum. Joyeux Aïd, monsieur Donner. Oui, portez-vous tous bien et faites attention à vous et à vos familles. Merci beaucoup, merci Gilles. Merci professeur, merci. Merci à vous tous. Bonne soirée. Merci, au revoir.